Alright, 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 alright. Et bonsoir, dit-il. Bonsoir, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui nous attend ce soir? Ah, il marche le robot, il dit pas des conneries, fais voir. Talking to me stream, blablabla, blablabla. Ça marche. Pardon, je vérifie la fonctionnalité du bousin. Ok, formidable. Alors, ce soir, on va parler du travail et du fait que c'est chiant et que ça sert à rien. Non. On regarde un documentaire Arte, donc il y a des chances qu'il soit un peu plus nuancé que moi. Mais voilà, je me dis qu'un intermittent du spectacle au chômage qui regarde une vidéo sur l'intérêt du travail dans l'espoir de se déculpabiliser et de donner un sens philosophique à son existence et à son manque de travail choisi, hein, disons les choses. Enfin, c'est ce dont il essaie de se convaincre. Et quand je dis il, j'ai envie de dire moi, bien entendu. C'est ce qu'on va faire dans quelques secondes. Voilà. J'espère lever un peu le poids de ma culpabilité à travers ce stream. C'est son seul but, en réalité. Disons les choses. En toute honnêteté, on va agrandir l'écran de ce petit lecteur. Voilà. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Un peu moins. Ouais. Tac. Et voilà, ben, j'ai envie de dire, sans autre forme de procès, sans plus de cérémonie, sans moins attendre et sans plus tout ça, on y va. Philomag, forcément que Philomag a été partenaire de cette émission extraordinaire produite par Arte. Qu'est-ce qui peut mal se passer quand un projet est coproduit par Arte et Philomag? Et Mademoiselle, en l'occurrence aussi. On utilise le mot travail tous les jours. Le matin, Tous les on jours. repense à un rêve qui nous travaille, on travaille sur nos émotions chez le psy, On travaille et sur bien sûr, soi. on va tous les jours au travail pour pouvoir Sauf payer moi. son loyer. Mais Mais je vais chez le parfois, quand psy. on est au travail et qu'on passe Du coup, des ça heures compte. dans de longues réunions inutiles, on a le sentiment qu'on n'a pas eu le temps de vraiment travailler. I just stare at my desk, but it looks like I'm working. Alors de quoi est-ce qu'on Oh, parle? c'est le mec Tout de le monde Scrubs. comprend le mot travail, mais on est bien embêté dès lors qu'on nous demande de le définir. C'est le point de départ du livre de la sociologue Marianne Dujarrier, Troubles dans le travail. Dans son ouvrage, elle explique que le travail n'existe pas en soi. C'est Ça commence bien, ça me plaît. une catégorie de pensée, une construction sociale qui a émergé à partir du XIe siècle et qui est valorisée moralement et socialement depuis le début du capitalisme et qui a toujours été polysémique. Non seulement le mot travail a plusieurs sens, mais de plus en plus de gens s'interrogent sur le sens qu'a leur travail et notamment sur l'utilité de leur travail. Les gens veulent plus travailler. C'est chiant le travail. C'est chiant. C'est intéressant de dire que de plus en plus de gens, j'aimerais bien savoir sur quoi on se base, mais je suis sûr que c'est vrai, de plus en plus de gens s'intéressent à la notion du travail et à l'intérêt du travail. Je fais pause dès le début, j'en ai rien à foutre. Mais ça permet à des gens d'arriver, si jamais des gens veulent arriver. Je pense que ça va avec le fait que nous sommes une société plus individualiste. Certes, individualo-centré, disons-le, parce qu'individualiste, c'est forcément péjoratif. Mais il y a du bon à être un peu individuo-centré de temps en temps. Ça montre qu'on n'est pas juste un petit bout, un petit engrenage d'un grand tout, mais qu'on est aussi des individus à part entière qui avons le droit à nos rêves, à nos aspirations, et que ben, des fois, le travail un peu obligatoire de fais ce que tes parents t'ont dit, fais ce que la société attend de toi, t'as qu'une seule vie, du coup, tu peux te dire vite que c'est chiant, en fait. Et que, en fait, c'est une dinguerie quand ils pensent. Enfin, moi, tu vois, je travaille dans le Cinoche, donc quand je travaille, j'ai la chance au moins de me promener dans des différents lieux régulièrement. Et puis quand je travaille pas, je fais un peu ma life. Mais à chaque fois que rentre dans un bureau, à la poste, ou j'en sais rien, dans une banque, ça fait 10 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une banque, mais je me dis toujours, putain, ce bureau, c'est sa vie à cette personne. Parce que tu y vas le matin, tu ressors le soir, tu vois, et à part tes congés, c'est quand même ce que ton cerveau voit pendant. Et il y a des gens qui changent pas trop de bureau pendant une bonne partie, voire toute leur vie, même si c'est justement des paradigmes, mais qui sont en train d'être remis en question. Mais c'est fou, tu te dis, mais la majorité de ta vie, vraiment en termes de volume de temps, c'est ça, c'est quatre murs. Et c'est souvent un métier qui te passionne pas nécessairement, ou ça peut te plaire, mais c'est pas souvent là. Et tu produis pour quelqu'un d'autre, et tu prends de l'argent qui est censé te servir à quoi? À vivre, c'est ça tout l'incroyable paradoxe, c'est que c'est derrière censé te permettre de vivre. Truc que je trouve fascinant, parce que c'est vraiment les miettes en fait, hein. C'est ce qui te reste vraiment à la fin de ta journée, le week-end, et tes quelques congés payés. Et même là encore, l'être humain ne pouvait. Là, ça y est, je suis en direction philosophique dès la première minute du stream, parce que j'en ai rien à foutre. Mais l'être humain voulant échapper en permanence à sa condition et à l'angoisse existentielle, en fait, le soir, fait un after work pour un petit coup, va sur Netflix, va sur Twitch, va sur les réseaux sociaux,
picole le vendredi et le samedi, s'en remet vaguement, s'en remet le dimanche et repart au travail un peu. Et tu te dis, mais en fait, quand est-ce qu'on existe? On pose des vraies questions. Mais je suis sûr qu'Arte va nous répondre à tout ça en 24 minutes et 24 secondes. Incroyable le timer. Et qu'on va sortir de là, changer, transcender. Voilà, c'est ce que je pense qui va nous arriver en sens devant ce du documentaire. travail. Qu'est-ce qui fait Et on qu'un remarque les Shadocks extraordinaires. On adore les Shadocks. travail a ou pas du sens pour nous? Travailler a-t-il un sens? Non, c'est chiant. Dans tous les sens du terme. Dans quel sens on marche? Les idées larges. J'aime bien ce truc, je connaissais pas les idées larges de Arte, c'est très cool. C'est très très cool, c'est comme les grands formats de Hugo Decrypt, je connaissais pas jusque récemment. Alors, On entend tout est large, souvent tout est grand. l'idée que le travail, ça viendrait du latin. Du latin. Latin. Oui, alors, elle va le dire. Tripalium. Le tripalium. Et donc, on dit, ah, Le tripalium, ça c'est un truc, même ceux qui n'ont pas fait latin au lycée, ils le savent. C'est genre le truc que les gens ont retenu. Ça révèle quelque chose quand même, hein. C'est le truc que les gens ont retenu. Je me rappellerai toujours au lycée. Genre, tu sais que travail, en fait, ça vient de tripalium. Et tripalium, en fait, c'est une torture. Donc voilà. T'es en mode, bon, bah ok. Mais je suis à fond avec cette définition. ah bah voilà. C'est Le la travail, preuve. c'est une torture, c'est une souffrance. C'est de la tout est merde. dit sur Fin ce de qui est live. au fond du travail. Exactement. Bah, tout est dit, je pense, hein, de toute façon, là. Mais ce qui est fou, c'est que tu regardes, c'est que souvent, on va essayer d'échapper au travail et finalement travailler quand même. Genre, tu fais un truc, moi, je fais un truc qui me passionne, donc j'essaie de pas courir après les tournages dans mon métier pour pouvoir développer des projets que j'aime, comme notamment, par exemple, du streaming. Mais en fin de compte, c'est du boulot. Tu travailles, tu apprends des choses, tu développes, tu blablabla. Enfin, au final, tu travailles quand même. Donc, tu retrouves un peu l'idée de ce vieil adage qui disait, tu sais, genre, si tu trouves un métier qui te plaît, tu ne travailleras jamais un jour de ta vie. Et on revient dans le travailler a-t-il un sens? Je pense que ça serait intéressant de reformuler la question progressivement dans leur petit documentaire. De travailler aussi produit-il du sens? Et travailler produit-il du sens pour soi? Parce qu'il a un sens, je n'en doute pas, à une échelle sociétale. Il produit du sens, encore une fois, pour la société, peut-être, mais vraiment à une échelle individuelle et personnelle, je pense elle est là, la vraie question. Alors en effet, on entend souvent dire que travail vient de tripalium, qui serait un Tripalium. instrument de torture. Il y Exactement. a d'ailleurs plusieurs versions. Ne travaillez un pas, peu, c'est chiant. Beaucoup de fantasmes autour de cette idée de torture. Puis il y a une autre étymologie qui semble être plus probable. C'est l'idée de transe, de Ok. traverser, hein, de surmonter des obstacles, d'avancer en Ah bah surmontant non, des obstacles. ah bah non, ne commence pas le documentaire en nous donnant une vision positive du travail. Moi, je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour chercher une justification à mon chômage et lever le poids de ma culpabilité. Et elle est en train de dire que c'est un truc formidable de travailler. Non, certainement pas. Je ne vous laisserai pas. Je vous demande de vous Qui arrêter. serait le tra qu'on retrouve dans le travel anglais, Le travel. qui en effet Ah ouais, transporter en même temps. Tu me diras transpalette, transatlantique. serait Ça, plus ça a du sens. probablement l'étymologie du mot que Dommage. celui de tripalium avec son i qui serait devenu un a, on ne sait pas très bien Dommage. comment, et puis aucune lettre qui correspond non plus derrière. Vous voyez, il y a aussi Ah, la meuf, elle a une pété difficulté à l'ambiance. passer de tripalium à travail, quand même finalement peu de lettres communes. Oh, c'est un vrai trip. Pardon. Elle a quand même En pété société, l'ambiance. Le travail est très valorisé. À l'école, il faut travailler. Après ses études, il faut travailler. Et si on est au chômage, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Ah, elle a changé son bureau de sens? Pardon. Alors, il faut savoir qu'elle a toujours son ordinateur portable. D'ailleurs, je pense que c'est un Mac, ils ont réussi à déguiser la pomme, je sais pas comment. Normalement, si je pouvais faire des prédictions, normalement, à chaque fois qu'elle va finir de parler, elle va mettre ses mains sur son clavier, genre elle démarre un truc important. Et elle a toujours ce petit verre à bière, parce que c'est un verre à bière, hein, disons les choses. Je pense que derrière cette vitrine, il y a un comptoir Arte quelque part où il picole en sortie de docu, avec à peu près ce niveau de flotte tout le temps. Mais peut-être qu'elle tourne beaucoup d'épisodes et qu'entre chaque épisode, elle bouge la table et tout. C'est moi, ça c'est mes obsessions. Hein, voilà. Donc elle a dit travailler, 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 sortie d'études, faut travailler, le chômage, il faudrait quand même que ça dure pas trop longtemps. Hein? Parce que les gens qui travaillent pas, c'est des branleurs. C'est ça que ça veut dire. Ok. Il faut vite retrouver du travail. Oui. On parle d'ailleurs de la valeur travail. La valeur Le problème, travail. c'est que Et le terme les lui-même a assistés, plusieurs les sens. En fait, profiteurs. le travail, avec ses 88 synonymes, charrie un nombre de significations incroyables qui chacune elle-même est porteuse de valeurs très très différentes. Donc de mon point de vue, l'idée qu'il puisse y avoir une valeur travail au singulier relève de l'arnaque morale. Judith Butler le dit très bien, l'intérêt de dénaturaliser. Encore Judith un Butler. mot qui est Pardon, surtout exemple un mot précédent qui est déjà. aussi central que celui de travail, c'est de s'en émanciper. Attends, c'est qui elle? De s'émanciper. Excuse-moi.
Judith Butler, philosophe. Ok. central que celui de travail, c'est de s'en émanciper. De s'émanciper à la fois de la S'émanciper du travail. confusion, de la polysémie et de Non, la s'émanciper de confusion. quoi? Pourquoi je suis en pleine confusion de ce qu'elle dit là. Il faut s'émanciper du travail ou de sa Aussi définition? central que celui de travail, Hmm, c'est de s'en émanciper. ok, De s'émanciper à la ok. fois de la confusion, de la Oui, polysémie et de la confusion aussi morale que oui. charrie ce terme-là, et de s'autoriser à déplier le mot pour le repenser à Ah nouveau ok, frais. s'émanciper de la définition. Travail, accouchement, corvée, métier, emploi, entreprise, fonctionnement, gagne-pain, huile de coude, labeur, tâche, ouvrage ou production. Voilà, je lis au cas où ça fait... Bon, voilà. J'aime parler, donc voilà, je lis ce Ces qu'il y a à l'écran. différents sens apparaissent clairement dans les travaux de Karl Marx, qui est sans doute l'auteur qui a le plus influencé les manières contemporaines de penser le travail. Lui-même a pu entretenir une certaine confusion, puisqu'il utilise le même mot, Arbeit, en allemand, pour dire Arbeit. deux choses très différentes. Il désignait en réalité deux choses. L'une qu'il a décrite comme étant, on pourrait dire, l'activité, dont il disait que c'est la vie. C'est quand même fou de se dire que c'est d'ailleurs ce qui était écrit à l'entrée d'Auschwitz. Hein. C'est quand même fou que c'était ça qui était écrit. Genre que il aurait pu n'avoir rien écrit à l'entrée. Hein. Ils ont quand même écrit Arbeit macht frei, donc le travail rend libre. Mais c'est fou de se dire que ce truc-là était écrit. Je ne veux pas digresser là-dessus, mais De grandes, des bon, pages très élogieuses sur l'importance hyper de pertinente comme l'activité remarque. dans une tradition, on pourrait dire, hegelienne, qu'il fait évoluer, mais cette idée que faire quelque chose, se confronter au réel, surmonter ses obstacles, c'est quelque chose de vital et d'extrêmement important pour l'être humain. Mais Marx, avec les mêmes mots, évoque également le travail comme emploi, l'emploi qui, à son époque en particulier, prenait des formes parfois monstrueuses et dont il disait qu'il fallait absolument s'en débarrasser, d'une certaine critique très très forte de ce travail-là. Mais le problème, comme Oui, mais c'est ça en fait, c'est que c'est ce qu'il dit en fait. Il y a une polysémie, il y a travail et travail. Mais je pense que souvent, quand on entend travail, on entend emploi. Mais je me demande à quel point l'être humain peut arriver à vivre sans travail, c'est-à-dire sans travailler sur quelque chose, sans produire en fait, sans être artisan de quelque chose. Parce que sinon, ça serait vraiment être dans le divertissement pur, permanent. T'imagines, tu serais genre sur Netflix non-stop, tu serais juste là, en train de te vider le cerveau sans cesse, quoi. Alors que, enfin, je sais pas, pour moi, tu lis des bouquins, alors je parle pas de romans de gare, mais si tu lis des bouquins, si tu te cultives, c'est une forme de travail, un travail sur soi, c'est pas producteur d'argent, ça produit rien pour la société, mais c'est une forme de travail pour moi. Il y a le travail sur soi, en effet, mais je pense que ça a du sens. C'est des choses qui demandent, qui demandent de la ressource personnelle, ça demande pas mal de ressources, ça génère de la fatigue. Enfin, finalement, c'est à l'aune de ça qu'on juge aussi le travail, tu vois, en dehors du fait que ça rapporte de l'argent à la société, que ça permet de participer à l'effort commun. On sait que tu travailles parce que voilà, tu y vas régulièrement, tu es fatigué, tu reviens. Mais il y a tout un tas d'autres choses qui s'assimilent au travail et qui ne sont pas en effet du domaine de l'emploi. Et après, il y a le fait de aller produire, travailler sur des projets personnels. Et je pense qu'on serait potentiellement beaucoup plus qu'on le soupçonne à avoir des projets personnels ou des passions, des choses qu'on voudrait développer, si justement l'individu, si la société était encore presque un peu plus individu centré, et, mais ne serait-ce que dans les mœurs en fait, et qu'il y avait ce truc de permettre en fait encore plus à chacun de se demander ce qu'il a vraiment envie de faire, qu'est-ce qui lui plaît vraiment. Plutôt que l'idée de travailler à tout prix, que ce soit les parents qui te disent fais ci, tu vois, parce qu'il te faut, des fois c'est par classe sociale, soit médecin, soit avocat, soit truc, ou le père, la mère qui t'encourage à faire la même chose qu'eux ont fait, ou la société, tu vois, quand un Macron dit du travail j'en trouve en traversant la rue, il a raison et tort, parce que là où il a raison, c'est que si tu t'en fous, et que si tu t'en fous du travail, si tu t'en fous du salaire, t'en fous de tout, que c'est juste un emploi, oui, tu finiras par trouver un truc assez rapidement. Payer au lance-pierre, tu vivras à moitié dehors, tu as envie de te flinguer quand tu iras, mais c'est un travail théoriquement. Euh, voilà pour une autre digression. Il y en aura d'autres. Il y en aura disait d'autres. d'ailleurs son traducteur, Engels, c'est qu'il employait le même mot pour parler de l'activité ou de l'emploi, avec donc certains commentateurs de Marx qui disaient mais Marx est contredit, il fait l'éloge du travail et en même temps il rêve de cette disparition. Dis qu'il est con. On voit là que, J'ai pas lu Marx, ce que peut la polysémie d'un mot dans son c'est usage dur à lire, scientifique Marx. ou même militant. Alors, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui le travail est troublé? Pourquoi cette catégorie de pensée, qui était déjà polysémique depuis le début, Ce pourquoi regard serein. aujourd'hui elle est encore plus
insaisissable et troublé. Troublé. Alors bon, les catégories de pensée, à un moment donné, c'est un accord social sur ce que signifie un mot. Et ce que j'ai pu voir grâce au dictionnaire, c'est que après-guerre, et on va dire jusque dans les années Un 90, bouquin incroyable, le dictionnaire, il y d'ailleurs, je vous avait le un recommande. accord, Très sympa, très très semble-t-il, sympa. sur Je l'ai lu que plusieurs nous fois, j'aime désignions beaucoup. par travail, qui cumulait en fait les significations historiques. Donc le travail, c'est faire quelque chose qui demande de la peine, qui produit des choses utiles à notre subsistance, Ah, dans le cadre d'un emploi tiens, j'ai dit qu'il demande de la peine, mine de rien, dans le cadre d'un emploi. dont on peut vivre, un gagne-pain. Ça a été, on pourrait dire, une définition, une conception, une catégorie de pensée du travail qui a dominé entre les années 50 et 80-90, qui donc allie l'idée d'effort, de production utile, d'emploi et de gagne-pain. Or, je parle de trouble dans le travail parce que de plus en plus, empiriquement, on observe des situations dans lesquelles on n'arrive pas à s'accorder sur le fait que ce soit du travail ou pas. Évidemment, la question a été posée d'abord par les féministes dans les années 70, qui interrogent sur le statut des tâches ménagères, réalisées généralement bien par sûr. des femmes, hors emploi, qui peut être vécu comme un travail, parce que c'est une peine que l'on se donne pour faire des choses utiles, mais qui se fait hors emploi, qui se réalise hors emploi et hors rémunération. Mais au-delà de la brèche ouverte par les féministes, de plus en plus de situations sont bizarres, queer, comme dirait Butler, c'est-à-dire qu'on ne sait pas bien si c'est du travail. Moi, j'étais partie, par exemple, sur l'idée du travail du consommateur. J'avais fait une recherche sur le travail du consommateur, c'est-à-dire sur cette idée que beaucoup de... C'est comme tu sais, on avait vu quand il y a eu la crise du Covid au début, enfin pendant tous les passages de confinement, que c'était genre, il y a eu un impact significatif en Italie, particulièrement plus que dans d'autres pays, euh, sur le fait que les grands-parents, plus leurs enfants, etc., les petits-enfants, ces choses-là, et qu'en fin de compte, c'était parce que voilà, les grands-parents étaient donc fragiles, etc. Donc même hors confinement, il y avait ce truc où de la distanciation sociale, comme il disait. Et en fait, on se rendait compte que c'était un vrai problème parce qu'en Italie, c'était vraiment très coutumier, très culturel que les grands-parents gardent des enfants. Et en mode, ça a l'air normal comme ça, mais en fait, quand ils le font plus, et que ça concerne, que c'est à échelle vraiment d'un pays, ben, c'est un problème. Ça peut remettre en question l'économie, en fait. Ça peut vraiment avoir un impact. En fait, c'est l'impact est indirect. Parce que d'un seul coup, il faudrait prendre une nounou. Mais la nounou, tu n'as peut-être pas les moyens de la prendre. Donc, du coup, tu peux plus aller au travail ou tu gars. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc là-dessus sur ce qui peut être indirect et qui est quand même du travail. De la même manière que tu peux aller en association. Alors, tu me diras, c'est une peine qui génère de l'utilité au niveau sociétal, mais qui ne produit pas de l'argent dans une entreprise, etc. Mais qui, de la même manière, le tissu associatif est indispensable aussi au bon fonctionnement de la société. Euh, J'arrête ma digression. Allez, je reclique sur play. De consommatrices et de consommateurs réalisent des tâches qui ne sont plus donc réalisées par les fournisseurs, qui ont une valeur marchande, qui participent à la production et qui pourtant ne sont pas considérées évidemment comme du travail ni rémunérées. Veuillez passer vos items devant le lecteur. Veuillez passer vos items devant le lecteur. De plus en plus d'exemples ou de cas m'ont amené à dire oui, mais alors qu'est-ce qu'on appelle travail aujourd'hui au XXIe siècle? Est-ce que cette définition dont nous avons hérité du XXe siècle est toujours reflète bien l'état de notre société? 15e digression, j'en ai rien à foutre. Mais il y a aussi ce truc, mais bon, ils sont cool. Enfin, j'aime bien leur sujet. Après, le format est court, hein, donc c'est un format 25 minutes. Hein, donc forcément, tu peux pas tout aborder, mais clairement pas. Mais c'est sympa. Il y a aussi dans la définition du travail, et en fait, tu vois, en fait, il y a qu'est-ce qu'est le travail. Je suis toujours encore curieux de ce qu'ils vont dire, mais il y a quelque chose qui, dans ce qui change actuellement, dans la société qui est un peu plus individu-centrée, c'est la, la possibilité qui est donnée à l'individu, enfin, au citoyen, je veux dire, parce que c'est vraiment une possibilité qui est donnée, qui est légitimée par le gouvernement, de changer de carrière. Ce qui n'était pas trop le cas avant. Et on le voit avec le CPF. Le simple fait que le CPF, qui soit un outil, un dispositif plutôt gouvernemental, soit mis à disposition des citoyens, qui permettent de changer de voie professionnelle à n'importe quel âge, et plusieurs fois dans sa carrière, dans sa vie donc, c'est quand même pas anodin en termes de message déjà symbolique que ça envoie en fait dans ces possibilités-là. Le fait que de plus en plus de gens font plusieurs métiers à la fois, qui veulent pas avoir juste un taf, mais qui vont dire je fais ci, je fais ça, voilà, etc. Euh, ce qui pour le coup, c'est pas nouveau. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a toujours attiré, le côté multicasquette, mais
que tu retrouves plus généralement souvent dans les métiers artistiques, où tu vois, un réalisateur, acteur, producteur, machin, truc, créateur de contenu maintenant, etc. Et ce qui s'en accompagne, du coup, je pense, avec cette recherche du travail qui aurait du sens dans ton existence, qui peut produire du sens, qu'un travail que t'aimes profondément, que tu as choisi vraiment, qui n'a pas été pris par défaut, il y a ce qui est vachement du coup remis en question, c'est quelque chose qui est fou d'une certaine manière, c'est l'identité que l'on s'assignait et qu'on continue de s'assigner de toute manière par rapport à notre travail. C'est-à-dire vraiment de dire, le premier truc que tu fais quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, c'est de dire, mais tu fais quoi dans la vie? Et je trouve que cette question a tendance à énerver, entre guillemets, de plus en plus. Où la personne va te dire, bah, je fais ça, mais voilà, ça me définit pas, quoi. Enfin, tu vois. Et d'arriver de plus en plus à dire plutôt limite, les passions que tu as, les à côté ou les projets personnels que tu développes, même s'ils ne te rapportent pas d'argent, mais en fait, te dire, ben, c'est plutôt ça, en fait. Ou ton aspiration professionnelle qui va peut-être arriver un jour ou l'autre, ou pas, mais au moins qui te définit beaucoup mieux que juste ton métier. Dire, ok, tu fais quoi? Je suis expert comptable. Et dire, ah ouais, ça doit être quelqu'un de très rigoureux, carré, froid. Et tout. Non, 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 moi, ma passion, c'est le surf, les collages, j'en sais rien, tu vois, le scrapbooking. Ah, ok, d'accord. Donc, j'aurais voulu être graphiste. Enfin, tu vois, genre, ces choses-là, en fait, sont généralement beaucoup plus révélatrices. Donc, à moins de tomber sur la personne vraiment qui fait le métier de ses rêves et donc qui peut largement se définir à travers son métier, euh, il y a quelque chose qui est problématique, mais qui commence, je trouve, en tout cas assez récemment, à être mis en question. Ne me définissez pas par mon métier. Euh, je suis plus complexe que ça en tant qu'être humain. Je trouve que ça, voilà, hein, ça fait une 15e parenthèse. Pourquoi pas? Allez, on y retourne. Elle regarde son ordinateur quand elle finit, j'ai pas vérifié. On a déjà parlé dans Ouais, un attends, faut épisode que je regarde. précédent de plusieurs Elle a changé de verre? concepts de Faux raccord. Ah, elle est complètement faux raccord. On le voit là, c'est clairement pas le même verre. Regarde. Tiens, c'est pas le même verre. Là, il est rond. Là, on le voit dans la miniature. Ah, il est chelou là. travail gratuit. Mais toujours au même niveau Avec la par contre. sociologue Maud Simonet. Ça, c'est bizarre Que par ce soit contre. le travail domestique, le travail bénévole, le travail des stagiaires ou le digital labor. Digital labor. Finalement, Elle regarde plus une son ordinateur à la fin. de l'exploitation au nom de valeur qui fait que je me mobilise pour ce travail-là. C'est ce qui fait aussi qu'il n'est pas reconnu comme travail parce qu'en fait, je suis reconnue comme autre chose. Je suis reconnue comme une bonne mère par mon travail domestique. Je suis reconnue comme un bon citoyen par mon engagement bénévole. Marianne Dujarier parle donc de ça dans son livre, mais elle parle aussi d'autres types de situations qui viennent interroger notre conception habituelle du travail et qui posent en particulier la question de qui peut travailler. Il faut aussi voir les métiers qui ont émergé récemment, mais je ne suis pas trop encore au fait de ces trucs-là parce que je ne les vois pas pour le coup dans le milieu dans lequel je travaille, mais genre les happiness managers, des trucs comme ça. Tu te dis, il y a un enjeu quand même. Tu vois, on est aussi l'époque du burn-out, tu vois. Alors ça existait, je pense, avant le burn-out, on mettait juste pas des mots dessus, mais on est aussi l'époque du burn-out. On est l'époque de ceux qui travaillent, enfin, tu vois, où il y a un rejet du travail qui se fait même de manière physique. C'est pas anodin. Et on est aussi l'époque de la start-up, et donc des entreprises qui rendent le travail cool. On est une petite famille, et souvent derrière ces trucs-là, c'est pas toujours des ambiances de ouf. On a un baby-foot dans la salle commune, on est une petite famille. Et voilà, une famille, ça se serre les coudes, on va travailler 80 heures semaine ensemble, et puis bah voilà, je vais pas te payer trop cher, parce que le taf est cool quand même. Il y a ça aussi, qui peut être un peu flippant, dans le... Ah, les gens veulent donner du sens à leur travail, les gens voudraient... alors là, c'est moi qui pars en pure hypothèse, hein, mais donner du sens à leur travail, ou bah, du coup retrouver un peu au travail de ce qu'ils n'ont pas, et ce qu'ils aimeraient avoir plus, c'est-à-dire leur vie privée, et bah donner cette impression un petit peu d'oikos. Ouais, je parle un peu grec, je m'en fous, de foyer, on est un peu de la maison au lieu d'être au travail, ça donne envie d'y rester du coup, alors que non, en fait. Voilà, voilà. Est-ce que je vais vraiment quelque part spécifiquement avec ça? Est-ce qu'il y a une conclusion philosophique à ce que je viens de dire? Ce sont forcément des êtres humains. Un certain nombre de sais pas. collègues défendent en effet le fait que l'idée que certains animaux, on va dire en gros les mammifères, ont une activité au sens de l'élaboration corporelle et même
peut-être psychique de la tâche. Il y a des apprentissages, les animaux sont sélectionnés, qu'ils soient des chiens d'aveugles, des éléphants forestiers ou des chiens de cirque. Voilà, ils sont capables d'apprentissage, ils sont capables d'évaluation, ils sont sensibles à la reconnaissance. Donc voilà, notamment les travaux réalisés par Jocelyne Porcher montrent qu'on pourrait parler de travail au sens même subjectif du Et terme. elle s'appelle Porcher, c'est rigolo par rapport au fait qu'elle travaille sur les animaux. Elle travaille sur les animaux? Non, sociologue, peut-être Et pas en la fait. cause, ils se donnent de la peine pour faire quelque chose, des œufs, de la viande, du cuir, tirer des charrues, transporter des... Voilà. Ils produisent des choses utiles et ils sont employés. Donc de ce point de vue-là, oui, si on reprend la définition du travail qui a dominé la fin du XXe siècle, on pourrait dire oui, ils travaillent. Et pourtant, encore une fois, ils ne le sont pas dans le code du travail. Ces animaux, il faut tenir compte qu'ils ne sont pas avec nous comme ça dans n'importe quel contexte, c'est dans un contexte qui est celui du travail. Donc si on s'intéresse, au lieu de s'intéresser à leur bien-être, dont on ne sait toujours pas ce que c'est, à vrai dire, si on s'intéressait à leurs conditions de vie au travail, voire même à leurs conditions de travail pour certains animaux, ça changerait tout. C'est-à-dire que ça, c'est une hypothèse qui est de plus en plus posée. Intriguant. On peut la poser aussi pour les Je robots. mangeais une noisette, Il paraît que les robots nous piquent notre travail. Salopard de robot. Alors, si le robot Salopard pique de le robot. travail, c'est donc qu'il travaille. Pourtant, on voit bien que c'est un peu plus compliqué parce que justement, le robot n'a pas d'activité. Il fonctionne, mais il ne travaille pas, pour reprendre les mots de Jocelyne Porcher. Est-ce qu'un robot travaille ? Oui, parce qu'il produit des choses utiles. Oui, parce que nous l'employons. Non, parce qu'il n'est pas rémunéré. Et non, parce qu'il n'a pas d'activité. Pourtant, nous l'employons quand même. Si nous pouvons produire avec de plus en plus de robots et de moins en moins d'activités... Je suis désolé, mais c'est là que tu vois que la philosophie restera toujours indispensable à toutes les évolutions humaines. Hein. Ces questions sont fascinantes. Voilà, c'est moi qui fais la petite groupie de la philosophie. Activité humaine. Alors comment fait-on avec notre système de solidarité qui est fondé justement sur le travail vivant ? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Waouh! Elle est passée en mode fatigué là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il tombe pendant combien de temps? Non, j'ai une impression de fatigue. Cotisation sociale, c'est ce que l'économiste Bernard Friot appelle la part socialisée du salaire. Le travailleur touche directement une partie de son salaire, le net. Le reste de son salaire paye ceux qui ne peuvent pas travailler, c'est-à-dire les chômeurs, les malades et les retraités. Payez-moi. Donc, Donnez de l'argent. Putain, sérieux, ça me fait penser qu'il faut que je demande mes congés spectacles. Je suis un putain d'assisté. Donnez l'argent. Travail, que ce soit à cause du chômage ou à cause des robots, il n'y aura plus de salaire socialisé pour financer la solidarité. Ah ouais. La proposition de Bill Gates, par exemple, de taxer les robots. Damn. Putain, mais il est toujours là, Bill Gates. Il est dans le game. C'est ouf. Il est toujours là, le Bill Gates. C'est plus l'homme le plus riche du monde, par contre. Quoi, Vida? Je passe avant d'aller bouquiner, dormir. Tu lis quoi en ce moment? Qu'est-ce que tu lis? Moi, je suis passé, et merci de passer. Le travail te tue. Mais oui, parlons-en. Moi, je cherche juste à lever ma culpabilité d'être au chômage. Là, je veux trouver un sens philosophique au fait de ne pas travailler. Parlons-en. Moi, je lis un Risible Amour de Milan Kundera. Je ne sais pas si ça fait le point. Oui, on va dire que oui. Hop. Oui. Ouais, bon, bref, on a compris. De Peter May. Oh, je connais pas. Je sais pas qui c'est. Tu kiffes un peu quand même ton travail, parce que généralement, les métiers dans le social et ces choses-là, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et en même temps, c'est des métiers de passion, généralement. Et c'est généralement ce qui justifie que les gens se font un peu rouler dessus. L'île au rébus. Toujours un polar sous la main. Ah, intriguant. Je vais lire un peu de roman d'aventure, moi, à ce moment. Je vais enchaîner après avec Cro-Blanc, Jack London, je vais lire un petit peu. T'aimes ton travail, mais grosse charge mentale. Mais c'est ça, hein. Mais je pense que c'est même très potentiellement, bon, pas tout le temps, je ne vais pas en faire une vérité générale, mais très potentiellement, les boulots où tu as le plus de charge mentale sont souvent ceux qui te passionnent. Parce que tu vas te donner corps et âme au truc. Et malheureusement, dans les boulots qui sont mal rémunérés ou mal subventionnés, tu te retrouves à avoir une grosse charge mentale et tu es un peu en mode j'aimerais bien au moins plus d'argent pour rééquilibrer le truc, quoi. Un roman d'aventure. Est-ce que je lis Robert Merle? Mais pas du tout. Et je sais même pas si j'ai déjà entendu son nom. Peut-être, mais je suis même pas sûr d'avoir déjà entendu son nom. Non, je suis pas trop en fait de base. Je connais pas trop. Et là, j'avais un peu envie de lire du roman d'aventure, j'avoue. J'avais un petit peu envie. Comme ça, j'alterne. J'ai une lecture légère sous la main et une lecture lourde. C'est toujours ça. En fait, ma méthode maintenant, c'est de lire en parallèle un roman et une lecture technique, en gros.
Et donc là, ma lecture légère, c'est Risibles amours de Milan Kundera. Je viens de finir La lenteur du même auteur, je l'avais encore jamais lu. J'aime beaucoup, c'est très spécial Milan Kundera, j'aime beaucoup. Toute mon énergie passe dans le taf parce que je baisse plus depuis 2 mois. Ah merde. Ah oui, donc là tout a été canalisé dans le travail. Il faut séparer les canaux. Il faut séparer les canaux. La libido ne doit pas aller dans le travail. Il faut pas que le travail aspire tout. C'est dangereux. C'est dangereux. Il faut pas. Il faut lire Robert Merle. C'est génial. Ok. Lille. Genre Lille tout court. Rien à voir avec la ville. Ok. Ok. J'irai découvrir. Du coup, c'est un auteur français, c'est ça? Ah, mon petit robot, il est vivant, il existe. C'est bien, ça me permet de voir qu'il fonctionne, le petit machin. Je suis bien un petit robot. Ok, Robert Merle. C'est de quelle époque? C'est un nom, j'ai l'impression que c'était dans les années 50. Je le sens. Et je me le note, hein. Je me le note. Monsieur Robert Merle. Est-ce que tu veux rester le temps du docu? On en est où? Qu'est-ce que ça disait là? Ça parlait de la polysémie du travail, ça parlait du fait qu'il y a plein de définitions au travail, ça parlait du fait que... Ça parlait de quoi? Je sais pas, j'ai fait beaucoup de digressions en même temps. On s'en fout, ça s'attrape en cours de route en vrai. Qu'est-ce qu'il dit Bill Gates? C'est quoi du travail? C'est un travail même quand il rapporte pas d'argent, comme une femme au foyer à une époque, ou comme les robots, justement. Elle était sur les robots là. De dire, est-ce que c'est du travail vu qu'ils cotisent pas? Ça enlève du travail des gens, mais ils cotisent pas. Comment on fait? Là, Bill Gates est en train de proposer comment compenser la perte de cotisation sociale due au travail, aux travailleurs supprimés à cause des robots. Français, oui, je pense années 50. Mais ça se sent, hein. Robert Merle, ça fait, tu sais, il y a un petit peu, il y a un peu une petite vibe Hercule Poirot. Tu sens que, quoique Hercule Poirot, c'est pas, peut-être pas années 50 non plus, mais il a écrit aussi Les Hommes Protégés, une dystopie. Intriguant, 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 intriguant. Je me lancerai peut-être pas dans une dystopie maintenant, justement, là, j'aime bien là, d'être dans des... Alors, je suis pas dans des romans nécessairement forcément légers à 10 000%, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit pas là en ce moment trop lourd, notamment parce que ça allège les lectures techniques qui peuvent être un peu lourdingues des fois. Mais je note, j'irai voir Lille, c'est très bien Lille, c'est un roman d'aventure sur insulaire, c'est parfait, ça me va. Ah, c'est une histoire où les femmes sont dominantes et donc forcément c'est une dystopie du coup. C'est dommage. C'est dommage qu'il en ait fait une dystopie du coup. Ok, un matriarcat dystopique. Je vais aller regarder, et je vais aller jeter un œil du côté de Lille. Moi, ça m'intéresse. Ah ouais, non mais c'est dommage. Tu sais que j'y pensais l'autre jour, mais il y a vraiment pas longtemps. Parce que je ne sais pas si ma pensée a été influencée par un discours que j'ai vu d'un réalisateur, je ne sais plus lequel, aux Oscars cette année, qui disait: faites ce que vous voulez, hein, les amis, écrivez vos films, faites-vous plaisir, mais peut-être qu'on pourrait commencer à envisager de faire que les méchants des films soient moins cool, moins stylés, que les gros tarés aient l'air un peu moins cool. Donc là, il faisait clairement référence, bah voilà, aux idéologies montantes, et de dire, ouais, voilà, que ce genre de personnage soit juste moins cool. Et moi, je me disais, c'est vrai que faut pas oublier le rôle politique du cinéma, dans le sens que, ben voilà, des histoires que ça véhicule. Et je me disais, bah tiens, je vais pas le dire trop fort sur le stream, il faudrait pas qu'on me vole l'idée, mais je me dis, tiens, le, le, le féminisme, c'est une cause qui est extrêmement présente dans le débat public, et je trouve qu'on ne, je n'ai pas souvenir, en tout cas pas en mode vraiment à l'affiche qui a pris de la place, d'avoir vu un film qui propose un matriarcat, justement. Je dis, tiens, c'est marrant que ce soit pas proposé, juste un film qui propose un matriarcat qui se passe bien. Ou qui propose, je sais plus comment ça s'appelle, il y avait un autre nom, où le truc est vraiment partagé. Mais en gros, où est le film qui propose un monde, un système où au moins une forme de féminisme a gagné et que voilà, le truc est vraiment ex aequo, on va dire d'une certaine manière. Enfin, je pense qu'il y a une réflexion politique à mener dans un film et que je ne l'ai pas encore vu. Ça me surprend un peu d'ailleurs, en fait, parce que des réalisatrices féministes, il y en a, et ça me surprend que c'est pas. Alors je pense que ça serait un gros truc, c'est lourd à écrire parce que ça demande, je pense, de fortes fondations politiques pour pas que ce soit juste une espèce d'élucubration comme ça. Mais t'as vu une série sympa où les femmes prennent le pouvoir? Ok, ok. Si ça te revient, tu me le diras. Je serais curieux de le voir. Parce que tu vois, ouais, le côté de la dystopie, le machin, le truc, bah, c'est rigolo, mais proposer un truc sérieux, vraiment ouais, proposer un système
Je serais assez curieux. Soit, ça a un nom, hein, je l'ai oublié, le côté matriarcat, mais un peu 50, un vrai 50-50, ou un vrai de vrai matriarcat. J'en serais curieux. Alors, qu'est-ce que nous dit Bill Gates? Il marche bien, le petit robot, il fait son taf, c'est bien. Ah, j'ai oublié un espace là. Ah oui, on voit. On voit. Donc, il faut taxer les C'est là robots. qu'on voit que cette question de la transformation du travail ne pose pas seulement des problèmes sémantiques, mais aussi des problèmes sociaux concrets. On a un autre modèle. Voilà, donc le truc sémantique, c'est on s'est dit, c'est quoi le travail? Le travail, est-ce que c'est quand ça rapporte de l'argent? Le travail, est-ce qu'il faut que ce soit pénible? Blablabla, est-ce qu'il faut que ce soit fait dans une entreprise ou à la maison? Et là, maintenant, c'est de dire, ok, super, mais en fait, quand c'est un robot qui le fait, il prend le travail d'un humain, ok, bon, pourquoi pas? Sauf que cet humain est cotisé. Il y avait des cotisations sociales qui permettent de faire vivre, moi, l'intermittent au chômage, notamment, mais les retraites, etc., etc. Et dire, bah, le robot, lui, il remplace un humain, il fait un travail, mais par contre, comme il n'est pas vivant, bah, il cotise que dalle. Et donc, il y a l'idée de taxer les robots. C'est quand même intéressant. Économique émergent qui pose à nouveau frais aussi la question de savoir si il s'agit de travail ou pas. C'est dans le champ de ce que nous appelons le biocapitalisme, qui est donc l'utilisation par des firmes capitalistes des propriétés du vivant. Et notamment, non seulement des corps, mais aussi des organes, mais aussi de cellules, et de leur capacité reproductive ou transformative. Moi, je l'avais entendu l'expression travail gestationnel Aussi. pour la GPA, par exemple. Ouais. Alors, en effet, il y a un certain nombre de féministes qui revendiquent le mot travail pour la grossesse et pour l'accouchement, et même, rien que si on reste sur ces deux moments-là, certains même le revendiquent pour le coït. Bon, on va peut-être pas remonter jusque-là, mais est-ce que la grossesse et l'accouchement est du travail? Ça serait cool. Alors, étymologiquement, oui. Enfin, je veux dire, dans l'histoire du mot travail, c'est même l'exemple le plus stable depuis 10 siècles. Oui, mais d'ailleurs, même en anglais, quand tu dis que. D'ailleurs, on le dit en français, je crois, le travail a commencé, hein, quand la grossesse démarre. Et en anglais, ils le disent labor. Labor. To go into labor, ça veut dire commencer, l'accouchement démarre. Les êtres humains finiront tous dans un canapé à regarder des écrans pendant que les machines gouverneront le monde. Bah, c'est possible, ouais. Peut-être, hein. Et j'avais vu un film comme ça qui est assez vieux, je me rappelle plus quand j'étais gamin, où ils sont tous moches, dégueux, là, en train de moisir chez eux, là. Et ils ont chacun un avatar, tu vois, une espèce d'avatar, une version 2, mais ultra beau gosse. En vrai, c'est littéralement ce qu'est en train de faire l'IA aujourd'hui en virtuel, c'est tu mets une photo de toi et il te met la photo, mais méga beau gosse. C'est genre toi, mais en 10 fois plus lisse, symétrique, machin. Et là, c'était genre, mais pour le coup, c'est vraiment des robots, quoi. Et ils vont dehors, ils font la vie, ils travaillent, machin, à ta place. C'était pas Idiocratie. Je l'ai pas vu celui-là. C'était autre chose, c'était un film américain. Un peu un film à la con d'ailleurs. Enfin, je vais pas garder un souvenir impérissable du truc. Dans mon souvenir, c'était pas. Après, j'étais gamin quand je l'ai vu, mais c'était pas un. Je crois pas que c'était un chef-d'œuvre philosophique, tu vois, non plus. Mais il y avait cette idée-là de. Tu sors même plus de chez toi. Mais le film insistait vachement sur l'idée que tu sors plus de chez toi physiquement. Toi, t'as plus de contact avec l'air, la nature, les humains se rencontrent plus. Mais c'est quand même toi qui dirige la machine dans l'absolu. Alors que ce qui arrive là aujourd'hui, en tout cas dans le domaine de l'humour, ce qu'on voit, hein, et dans ce qu'on peut redouter quand même sur l'abêtissement des gens, c'est le fait d'utiliser les IA comme. Tellement utiliser les IA comme une béquille, écris ça pour moi, fais ça pour moi, qu'à la fin, mais qu'est-ce que tu fais toi-même, quoi? Si tu passes ton temps entre te divertir, regarder des séries, puis après de l'autre côté dire à une IA, vas-y, écris-moi telle lettre, fais-moi tel truc, etc. J'ai vu une. Si je revois la vidéo passer sur Insta, je te l'enverrai. Mais tu vois, un mec qui parle comme un macaque, il fait ouh, 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 ouh. Et t'as ChatGPT qui fait tu veux que j'envoie un email présentant les nouvelles dividendes aux actionnaires avec très bien, j'envoie. Et tu vois, en fait, voilà. Tu l'as vu? Ça m'a fait crever de rire. Je l'ai vu 2 fois, je me suis marré autant la deuxième que la première. C'est du génie. Mais je me dis, ouais, c'est un peu ça qui fait peur. C'est à quel point tu. Parce que c'est très bien, ChatGPT, enfin, mais il faut arriver à l'utiliser avec beaucoup de mesures. Moi, je m'en sers. Je te le dis, hein, je m'en sers et je pense que je vais continuer de m'en servir. Mais pour moi, c'est l'idée que c'est un assistant, c'est une extension de moteur de recherche, c'est un assistant, c'est un petit robot, mais il ne doit pas se suppléer à moi.
euh, il peut me pousser à faire des recherches. De toute façon, il est jamais tout seul dans mon arborescence de recherche. J'aurai toujours un moteur de recherche, un dictionnaire, un livre, un machin. Et il va me dire des choses que je connais pas. Je vais aller les fouiller dans des articles, je vais lui demander ses sources. Enfin, tu vois, je vais me promener. Il y a un vrai truc, quoi. C'est pas juste prendre tout pour argent comptant et revomir ce qu'il te dit. Et mais oui, mais il faut pas, tu vois, là pour le coup, il y a un vrai lien au travail voilà, dans l'utilisation de l'IA où on va beaucoup entendre genre ouais, mais attends, c'est de la triche, tu vois. Mais honnêtement, c'est la même chose qu'on te disait au début avec Internet et Google. T'as utilisé Google. Et aujourd'hui, continuer à dire Internet quand t'as chopé une info sur Internet ou Google, faut vraiment, vraiment avoir raté un créneau. Parce que quand tu dis Google, tu peux à la fois aller sur le site des archives nationales, le trésor de la langue française, ou aller sur un site complotiste ou je sais pas quoi. Enfin, mais Internet, c'est le monde en fait. Il y a tout, hein. Il y a tout dessus. Et donc ChatGPT, c'est un peu pareil, tu vois. Tu peux t'en servir de manière complètement aveugle, sans rien vérifier. Alors que ChatGPT est le premier à te le dire direct hein, quand tu l'ouvres. Hein, c'est euh, vérifier les sources en fait. Vérifier, il n'a pas une vérité ultime. Et si tu connais ton sujet, si tu maîtrises ton sujet, si tu vois, tu as un truc genre mémoire à faire, bah c'est ton petit robot, c'est ton assistant. Il va, euh, il va te déblayer le travail, il va te déblayer le truc, et tu t'en sers pour organiser tes parties, pour choisir tes thèmes, tes sujets, tes trucs, les affiner. C'est un vrai soutien. Moi, je demandais hier à un ami qui a, alors, je sais plus, qui a un niveau universitaire, mais je sais plus lequel, en philosophie, mais assez haut, je pense quand même en tout cas. Et je lui demandais des conseils pour pouvoir, moi, acquérir une connaissance plus structurée, plus universitaire en philo. Et, et je dis, bon, en pur autodidacte qu'avec des bouquins et YouTube, c'est quand même compliqué. Il me disait, bah oui, en effet, si tu vas faire une licence, c'est pas mal, mais il me disait, sinon, ne néglige pas l'IA. Le mec, il a un level en philo, il néglige pas l'IA, parce que faire de la philo, c'est difficile de se passer du rapport à quelqu'un qui te parle, qui te donne des conseils, qui dit d'aller, bah, va voir ci, va voir là, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et il m'a dit, moi j'ai fait la recherche avec l'IA, et il m'a dit, sans blague, ça donne des résultats de ouf, vraiment surprenant. Donc tu vois, même un mec qui a une démarche vraiment philosophique, hein, qui est vraiment pour le coup, vraiment dans la démarche qui est littéraire, lettrée, esprit critique, tout ce que tu veux, peut t'encourager à Alexandre Astier, que j'adore, qui a fait une conférence sur l'IA, à laquelle j'étais d'ailleurs dans le public, et qui est un mec extraordinaire, d'une culture pas possible, et qui dit, je l'utilise, mais comme un petit robot. Il déblaye le terrain et machin, il se substituera pas à l'artiste chez lui, au philosophe chez l'autre. Tu disais que parcimonie, bah, ça vaut le coup de. Enfin, voilà, c'est comme tout, hein. Toutes ces grandes avancées, il faut toujours trouver de la mesure. Elles vont rentrer dans le paysage, dans notre paysage, et je pense qu'elles sont là pour durer. Et on a le droit de s'en passer de toute façon, hein. Mais il y a une manière quand même. Je parle pas du rapport alors, parce que je sais qu'il y a des débats autour. J'ai pas trop creusé cet aspect-là. Il y a un débat écologique autour de l'IA, comme il peut y en avoir avec Internet de toute manière. Mais au-delà de cet aspect-là, vraiment sur l'aspect purement philosophique, hein, l'aspect sociétal, sociologique, je pense il y a une manière d'utiliser qui est saine. En vrai, de la même manière qu'on a pu utiliser un moteur de recherche, en vrai de vrai. Oui, ça consomme des ressources, tu vois. Donc c'est plutôt ces parties-là aussi que moi je voudrais un peu creuser, étudier, mais les ressources que creuse Internet sont assez énervées aussi. Il faut voir ça. Bon, c'est des choses à. Après, c'est toujours pareil, hein. À la fin, on fait la synthèse avec notre conscience morale, notre conscience éthique, notre conscience écologique, etc. Mais sur l'aspect purement humain, il y a, ça dépend de l'utilisation. Moi, je sais que la manière dont je l'utilise, je ne m'abrutirai pas, ça ne m'arrivera pas. Parce que je lis des livres à côté. Parce que quand il va me parler, je fais oh, intéressant. Et je vais aller chercher un article là-dessus. Ou je vais lui dire, donne-moi des articles, donne-moi des sites internet. Et il va me donner les liens qui vont me faire sortir de ChatGPT en vrai, tu vois. Je vais pas rester en circuit fermé avec lui. Euh, je peux lui dire de corriger, de vérifier les fautes d'orthographe d'un truc que j'ai écrit, ou de déblayer, de préparer le terrain pour un truc que je vais écrire, en rajoutant mes trucs, plus d'autres sources, plus machin, et que lui, ça a été une matrice. Mais il y a forcément des gens qui vont, bon, bah voilà, qui vont s'en servir de manière bête et méchante, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment les couteaux les plus aiguisés du tiroir, quoi. J'avais un collègue comme ça, je me rappelle, on travaillait ensemble, il était responsable, moi j'étais à la coordination, je travaillais dans la coordination des hébergements et lui des voyages, on était dans le même département, le même bureau, sur un tournage. Bon voilà, il avait des difficultés à bien écrire, etc. Machin. Notamment, je crois que c'était en plus en anglais. Et il lui dit, bah, ChatGPT, c'est pas pratique.
Mais le problème, c'est que, bon, si tu fais méga copier-coller, le directeur de prod, il avait capté, il avait remarqué, tu vois. Il me dit en souriant. Lui, il s'en foutait. Après, tant que les Américains sont contents et que c'est bien écrit, mais il faut être vigilant, quoi. Moi, si j'écris un truc et que je me sers de ChatGPT, quand tu me rencontres dans la réalité ou qu'on en parle, je peux te parler de tout. Et tu feras pas une différence de ton entre ce qui a été écrit à l'aide de ChatGPT ou moi. Ce qui ne sera pas le cas de tout le monde. Voilà. Voilà, petite parenthèse sur l'IA. Exemple, l'accouchement. L'accouchement, c'est du travail. Dans une salle de travail, on demande à la femme de travailler. Donc on pourrait dire, bah oui, évidemment, l'accouchement, c'est du travail. Vous avez observé, comme moi, que À utiliser avec intelligence, exactement, et pas de l'intelligence artificielle cette fois-ci. Une vraie intelligence pratique, Donc, et éclairée et raisonnée. Considéré comme du travail. Pourtant, la question est intéressante puisque vous avez, les pratiques de gestation par autrui, dans certains pays, des contrats de travail qui disent, bah oui, c'est du travail. On va faire un contrat de travail, donc avec qui stipule, par exemple, si la personne qui porte l'enfant doit écouter de la musique ou manger des choses particulières. Voilà, le contrat de travail stipule ce que c'est qu'une grossesse parentale. Ouais, mais je pense que c'est ce qu'il disait tout à l'heure quand il parlait de Marx et qu'il disait qu'il y a travail et puis il y a. Je l'ai laissé avec les yeux ouverts quand même. Travail et emploi, et que, bon, généralement, quand les gens pensent travail, on pense travail qui produit quelque chose pour la société, je pense. On voit une rémunération dans ce contrat-là. Ce qui est dommage. C'est peut-être des modèles à revoir, justement, en effet. Les travailleurs et les travailleuses du sexe ont lutté pour que Parce que quand tu accouches, mine de rien, tu produis un nouveau citoyen qui lui-même produira. soit reconnue comme un vrai travail. Ah, c'était intéressant le truc sur le consentement. Je sais pas si tu l'as regardé du coup, Alvida, mais il était cool le petit docu là, sur la capsule sur le consentement, et ça revenait sur le travail du sexe notamment, qui était intéressant. Avant, j'ai travaillé juste pour se nourrir. Exactement. Exactement. Tu as regardé, c'est vachement bien. Juste pour se nourrir mais je vais mettre des VOD. D'ailleurs, je te le dis, Elvida, je vais mettre des rediffusions de mes lives. Normalement, si tu regardes sur ma page, là, Twitch en bas, il y a un onglet rediffusion envers YouTube. Et je vais y mettre mes lives. Et sauf que là, sur le consentement, la technique n'était pas ouf. J'avais encore quelques petits problèmes techniques qui font que le son, il y avait des trucs décalés. Donc j'attends. Si celui-là est bien, là, s'il est propre, je le mettrai sur YouTube. Et bah, dès qu'ils sont bien, qu'ils sont propres, je les basculerai. Je les basculerai sur YouTube en rediff, sur une chaîne dédiée qui existe déjà. Et ouais, le truc sur le travail du sexe était intéressant sur le point de vue sur le consentement dans le précédent. Prostitution est un travail, c'est une question. Le plus vieux travail du monde, même, la prostitution. Ça montre bien la pudeur de la société là-dessus. Hein. On continue de se battre, le puritanisme continue de se battre contre un métier qui est là, mais depuis la nuit des temps, quoi. Faire reconnaître, en effet, ces services sexuels comme du travail. Autour de ce trouble sur le travail, quels sont les enjeux? C'est pas simplement un enjeu. Et ça montre à quel point on sacralise le sexe quand il pense. Ça montre à quel point on sacralise le sexe pour avoir cette espèce de refus viscéral que ça puisse être du travail. Et parce que généralement, à chaque fois, il y aura toujours un jugement moral. En fait, ça émane toujours d'un jugement moral. Enfin, je veux dire, le nombre de bullshit jobs, ce qui est un mot à la mode aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il y a là de bullshit jobs, de jobs à la con. Vraiment, tu te présentes au boulot à des mecs qui ont un peu étudié, mais qui vont prendre des fortunes à pas faire grand-chose, ou pas. Et ça pose de problème à personne. Enfin, en gros, on peut en discuter autour d'un verre au PMU et dire que oh, c'est un travail de merde, qu'il a GG, j'en sais rien. Tout le monde s'en tape au final. On va pas sortir dans la rue pour les empêcher de faire leur bullshit job, tu vois. In fine, les gens s'en tapent. La prostitution, si. Ah là là, la prostitution. Et c'est marrant d'ailleurs que la prostitution semble plus énervée que le travail dans le porno ou quoi. C'est assez intriguant aussi cette partie-là. Le souci, c'est de mettre le bon équilibre, ni sacralisé, ni banalisé. Non, exactement. Mais in fine, l'aspect moral, c'est la question aussi que ça pose, en tout cas une des questions que ça pose. Et tu sais, c'était la question qui était posée, du coup, tu l'as vu, le docu sur le consentement, où la philosophe qui intervenait disait, la loi espagnole dit non, c'est non, et, oui, et seulement oui compte. Et il fallait que ce soit, et il y avait la notion du oui enthousiaste. Et ça, c'est un problème.
Parce que ça veut dire qu'on est obligé d'être enthousiaste quand on a un rapport sexuel, qu'on peut pas avoir un rapport parce que, bon, ok, on se fait chier ou parce qu'on fait plaisir à l'autre. On a le droit de faire ces choses-là, en fait. On emmerde la société à ce niveau-là. On fait ce qu'on veut de notre corps, on a donné un consentement éclairé. Et il doit être éclairé, à la limite, on pourrait dire peut-être plus que enthousiaste. Elle disait le problème que c'est que, voilà, oui, des siècles de religion, exactement, parce que ça met un aspect moral. Et donc, en fait, tu dis, bah, l'État conserve une espèce d'emprise sur l'esprit en fait de l'humain, et là en l'occurrence des femmes, euh, en, euh, en mettant une valeur morale sur la bonne pratique sexuelle, etc. Et donc là, on retrouve la même chose sur le travail du sexe. On peut trouver toutes sortes de prétextes, mais en fait, il n'y a aucun problème sur le fait de ne pas le banaliser. C'est ton corps et il t'appartient. Donc, il s'agit plus de réglementer, d'encadrer, de protéger, plutôt que de simplement interdire. L'interdiction pure et simple, elle est plus révélatrice du puritanisme, ou comme tu disais, des traces laissées par les siècles de religion, pour essayer de supprimer un truc qui fait de mal à personne. Les seules personnes à qui ça peut faire du mal, c'est les travailleuses du sexe elles-mêmes, et généralement quand c'est pas encadré. C'est là, en fait, généralement que le bas blesse. C'est généralement là que le bas blesse. Euh, le corps des femmes, c'est un vrai enjeu quand même. Oui, parce que au final, c'est toujours ça. Au final, c'est toujours le corps des femmes. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Et je trouvais très intéressant le point de vue qu'avait la philosophe hier, enfin quand j'ai regardé hier en tout cas le documentaire sur le consentement. Regardez-le, il est génial pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je parle comme s'il y avait plein de monde, mais on sait jamais. Sur la chaîne Rediff, c'était de dire, ben en fin de compte, c'était pas tellement la femme qu'on protégeait dans les siècles précédents, et ce qu'il peut y avoir comme rémanence aujourd'hui, c'est la femme vertueuse, la femme honnête. Euh, et on retrouve de ça. Ça fait mal à l'ego des hommes, mais bien sûr, mais à 10 000%. À 10 000%. Au final, hein, si tu creuses, on retombe toujours là-dessus. Voilà, hein. Et si on continue de creuser, on va tomber sur Oedipe et maman qui se fait déglinguer, tu vois. Au final, on va retomber là-dessus, tu vois. Sémantique. L'enjeu, il est institutionnel, puisque nos institutions dites du travail, que sont le droit du travail, mais aussi le droit de la sécurité sociale qui est adossé au salariat, toutes nos institutions dites du Ah ouais, travail c'est vrai. Ah merde, ça y est, il y en a. opèrent Ils sur sont les arrivés. pratiques dites de travail. Donc vous voyez bien l'enjeu de dire ça c'est du travail, parce que ça amène à réfléchir au rattachement de Ils cette sont pratique arrivés. sociale aux institutions. J'en ai parlé avec Thierry Schaffhauser. Alors, juste, je veux pas dire, mais elle me fait mourir de rire. Leur dispositif me fait mourir de rire parce que dans le dispositif de ce documentaire, elle est sur ordinateur, toujours. Je sais pas ce qu'elle fait. Tout à l'heure, son bureau a carrément changé de place. Il change la table, il change de verre. Et souvent, à la fin des plans, quand elle a fini de parler, elle retourne sur son ordi, faire un truc un peu mystique, on sait pas trop quoi. Alors là, elle est au téléphone avec l'ordi. C'est rigolo, mais du coup, ils l'ont mis sur le canapé assise. Et c'est, ok, tu me raconteras, tu me diras. Ah ouais, en live. Ah merde. Tu me diras, ouais. Bon, bref, ça me fait rigoler ce dispositif, je le trouve amusant. Et en fait, on reconnaît là. C'est la lampe. Non, regarde bien cette lampe. J'ai vraiment envie d'essayer de comprendre ce bureau. Ok, je reconnais la statue derrière, donc son bureau est de l'autre côté. C'est là qu'elle se tient normalement. Ça, c'est l'arrière-salle. Bon, ok, elle se promène. Travailleur sexuel, coordinateur du STRAS et Ça auteur m'obsède du ce truc. livre Les Je sais pas luttes pourquoi. des putes, paru aux éditions La Fabrique. Ah, je viens d'acheter un bouquin de Le cette mot sex édition. work, en fait, a été fondé par Carol Lee, qui est T'as la même lampe chez toi? Elle est cool, hein? Elle est assez stylée. Elle est assez une stylée. activiste californienne. Son objectif, Ah, c'était vraiment de déstigmatiser. Après, entre-temps, je pense attends. que Qu'est-ce qu'il a l'activiste dit? Travailleur californienne, sexuel, c'est son bien. Un objectif, homme, c'était un homme. Un monsieur qui fait du sexe pour son travail, c'est bien. Travailleur sexuel, coordinateur du STRAS. Le mot sex work a été fondé par Carol Lay, une activiste californienne. Son objectif, c'était vraiment de vraiment déstigmatiser. Après, déstigmatiser. entre-temps, je pense qu'il y a eu aussi toute une réflexion sur la question, effectivement, de ce que ça apporte par rapport au regard du droit du travail et d'avoir la démarche syndicale qui s'est développée assez rapidement dans plein de pays. Nos revendications, on les formule très simplement, c'est vraiment l'accès au droit commun et donc le droit du travail, sans préciser de statut, parce qu'en réalité, il peut y avoir plusieurs statuts assez différents, plus d'un secteur à l'autre, y compris dans les différentes industries du sexe. Moi, je suis déclaré en tant que travailleur du sexe, j'ai un code NAF, c'est service des prostituées, qui est une sous-catégorie du service des hôtesses. Ok. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier à interdire ces trucs-là? Je te jure. Moi, je me demande à quel point c'est tu sais, c'est comme encadrer la prise de certaines drogues, de dépénaliser, d'encadrer.
pour éviter la criminalisation qu'il y a, les réseaux de criminalité autour du trafic, etc. Parce que c'est ça, en fait, que ça génère à chaque fois. Et c'est de la même manière que tu vas voir avec la prostitution, les réseaux de criminalité que ça engendre, l'insécurité totale pour les travailleurs et les travailleuses du sexe, qu'au final, tu règles rien, tu n'arrêtes pas le problème. Et ces débats, ils existent depuis mais des siècles et des siècles, et ils nous survivront, hein. Mais de dire, mais le niveau aussi, le nombre de gros tarés, de gens problématiques, bah, s'ils pouvaient, en échange d'un petit billet, tirer un coup sans avoir le droit de faire de bêtises, parce que c'est bien surveillé, encadré, qu'il y a un agent de sécurité, je sais pas quoi, et tout ce que tu veux, et ils peuvent tirer un coup et que ça peut éviter qu'ils aillent faire des conneries à côté. Comme quand on dit, ah, les jeux vidéo, ça rend violent. Mais non, en fait. Mais non, en fait. Buter des gens pour de faux, ça fait du bien. C'est une catharsis, mais c'est du faux. Et c'est pas plus mal d'avoir un exutoire plutôt que laisser des gens aller faire du vrai. C'est. Et c'est toujours ce refus très puritain d'aller dans les tabous, en fait, les choses humaines qui partiront jamais. Voilà, la vie, la mort, l'envie de meurtre, ces choses-là, le cul. Ces choses-là sont là, en fait, et juste on peut les. C'est une histoire de les accepter, de les encadrer, etc. Mais bon, on revient à ce que tu dis, hein, c'est les restes de la religion, puis la religion est pas partie, hein, elle est toujours présente, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a ça aussi, hein. Mais la séparation de l'Église et de l'État, le refus des citoyens pour l'ingérence un peu de l'Église dans l'État, c'est de toute façon à notre échelle, ne serait-ce qu'à l'échelle de la France, c'est ultra récent quand ils pensent, de toute façon. Donc c'est que c'est quand même encore ultra récent. Donc c'est toute l'absurdité du système, hein. C'est un peu pour ça aussi qu'on a fait le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et section et tout ça, c'est qu'en fait on nous reconnaît comme travailleurs indépendants et à côté de ça il y a une entrave à l'exercice de notre travail via la pénalisation des clients. Du coup oui, il y a un côté assez absurde qui est que pour payer les cotisations URSSAF et les impôts et tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre quand il s'agit de faire valoir des droits, tout d'un coup Attends, ça c'est en France? souvent. Tu peux avoir un code NAF et tout? Non, c'est vrai? Parce que je sais qu'en France, il y a ce truc-là, hein, où c'est la prostituée a le droit d'être sur le trottoir, mais c'est le client qui est pénalisé, etc. Et donc, du coup, tu crées une espèce d'impossibilité. C'est d'une horreur, c'est d'une hypocrisie totale. Il y a ce truc-là, c'est comme, c'est comme être dans un bureau de tabac et tu vois les chichas, les feuilles slim, les machins, les trucs, mais la consommation est interdite. Mais au demeurant, tu peux tout acheter pour le faire. Enfin, il y a des espèces d'incohérences des fois. Bon, on est loin des incohérences américaines, mais quand je regarde les commentaires de certaines vidéos, je dis qu'on est dans un monde binaire. Je sais pas, ça te paraît bizarre cette histoire? C'est-à-dire, quelle histoire en particulier quand tu dis ça me paraît bizarre? Qu'on est dans un monde binaire? Oui, alors, de toute façon, honnêtement, je sais pas s'il est un peu plus binaire qu'hier ou qu'il l'est moins que demain, mais une chose est certaine, et ça, c'est un truc qui me passionne aussi, justement, la binarité dans le débat en citoyen, tu vois, c'est vraiment un truc adéquat pour le travail du sexe. Euh, de quoi c'est-à-dire que ce soit encadré? Euh, mais une chose est sûre, c'est qu'actuellement, on vit des situations de crise un peu empilées les unes sur les autres et qui vont, hein, enfin, si tu veux, c'est un enchaînement, en fait, c'est un schéma classique qu'on connaît pour le coup, hein. Pourquoi les personnages fascistes, autoritaires, tout ce que tu veux, euh, euh, quand en fait ils arrivent à avoir une voie d'accès. Et le quand, c'est toujours en situation de crise. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Les gens ont peur, les gens se sont laissés pour compte, etc. Et c'est là où ces personnages-là, au discours populiste, trouvent toujours une voie, une brèche, parce que en réalité, l'être humain, ne serait-ce que cognitivement, il veut une réponse binaire, il veut une réponse simple à une situation qui est tellement compliquée, qui le dépasse tellement existentiellement, qu'il faut simplifier tout ça. Donc en fait, plus la crise arrive, plus une crise s'intensifie, plus la peur augmente, plus le besoin de simplifier se fait sentir chez l'être humain, plutôt que le vertige de la nuance, qui est souvent vu comme de la lâcheté, de la faiblesse, d'être voilà, un indécis, un incertain, alors qu'en réalité, c'est une position beaucoup plus inconfortable et violente que la réponse binaire. Mais du coup, pour répondre à ça, en fait, l'être humain serait-il un peu con? Oui, mais parce que alors c'est un truc dont on parle plus aussi en ce moment, je trouve, tu sais, c'est le cerveau reptilien. Alors, je suis pas neurologue ni quoi que ce soit, donc forcément, je vais utiliser des termes simples parce que je pourrais pas en utiliser d'autres de toute façon. Mais c'est des réponses qui sont cognitives, qui sont méga anciennes. Et juste, on a évolué tellement vite qu'on est toujours soumis à des réflexes, à
à des réponses cognitives qui sont cérébrales, qui sont hors sol des fois, qui sont ou datées, tu vois. Tu vois, moi qui travaille sur la prise de parole et qui vais donner des cours qui donne des cours dans ce sens-là, tu vois, tu dis, mais là, c'est quoi le trac, l'angoisse quand tu dois prendre la parole? Pourquoi c'est une peur? Il y a eu un sondage qui a été fait aux États-Unis, j'ai vu. Quelle est votre plus grande peur? Et les Américains mettaient enfin en tout cas dans le sondage, en plus large partie, mettaient la prise de parole en public avant la mort. C'est ce qui leur passait par la tête avant la mort. Et ils disaient, mais c'est parce qu'en fait, ton cerveau déclenche une série de dingueries où il se croit en danger de mort, alors que tu vas juste parler devant des gens. Mais c'est des réponses cognitives qui sont pas adaptées parce que notre mode de vie, nous sommes allés trop vite entre le mode de vie d'il y a quelques milliers d'années et maintenant, en fait. Donc il y a ça, je trouve, ça nous rend vachement cons, en fait. Le fait qu'on raisonne et qu'on puisse intellectualiser tout ce qu'on fait parler, tu te dis, mais alors comment on peut être aussi con en même temps? Mais en fait, parce qu'il y a une partie de nous qui est complètement lézardesque, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'on est un peu con. Enfin, je simplifie à mort, mais je pense qu'il y a de ça. Donc toi, ça te fait bizarre en tout cas qu'il y ait des codes pour le sexe. Mais alors du coup, pourquoi? Est-ce que toi-même, tu sacralises le sexe? Pourquoi c'est bizarre? Parce que moi, j'aurais tendance à croire que justement, si on doit légiférer, il faut toujours encadrer. Et justement, c'est là que ça va sécuriser aussi les gens. Non, mais la réponse est oui. Bah, du coup, oui. Il suffit de voir Trump. Et oui, bah, c'est un exemple que je cite moi-même beaucoup. Mais de toute façon, le- Trump, enfin voilà, c'est la fameuse, c'est la conséquence dont je parle à l'instant. Il fait partie d'un vivier de personnages autoritaires qui trouvent leur, euh, leur estrade aujourd'hui. Ils sont largement écoutés parce que on vit voilà, des contextes de crise qui sont très très propices à donner du crédit, pardon, je m'étouffe, à leur discours. Mais Trump, c'est vraiment l'exemple encore plus élevé du vrai fasciste, le côté très anti-intellectuel. Tu vois, il faut cramer les bouquins, quoi. Il faut éliminer le langage, cramer les bouquins. On est dans la culture autodafé avec lui, hein. Un des premiers trucs qu'il a fait, c'est d'interdire des mots dans la recherche scientifique. On est dans l'anti-intellectualisme, le vrai de vrai, quoi. L'effrayant. Comme c'est interdit, ça m'étonne qu'il y ait des validations administratives. Je te vois un truc là-dessus. Vas-y, envoie, je prends. Bah, je sais pas. Là, je t'avoue que je peux pas te répondre. Du coup, ça me surprend aussi dans ce sens-là. Je suis d'accord, dans le sens où j'avais pas conscience que c'était genre légiféré à ce point-là et qu'il y avait un encadrement et un code NAF et tout. En tout cas, en France, ça me paraît bizarre. Euh, mais oui, tout le paradoxe, quoi qu'il en soit, c'est que c'est une loi qui est passée il y a quelques années. Hein, elle est pas très vieille, je crois, hein, mais je peux dire de conneries, mais qui pénalise seulement les clients. Puis oui, mais même. Donc la prostituée a le droit de travailler, elle a le droit de se prostituer, enfin voilà, de péripatéticier. Mais pas le droit le client n'a pas le droit lui d'y aller. Bon, tu crées une espèce de, de paradoxe, d'impossibilité. Enfin, c'est métaphysique comme truc, hein, et c'est presque ironique, comme on dirait presque une moquerie de la part de l'État, quoi. Tiens, je dois me mettre en silencieux d'ailleurs. Et j'ai bien reçu, j'irai voir ça. C'est fou. Je clique sur play. En effet, c'est de dire, en parlant de travail, vous normalisez les violences et l'exploitation. Alors que pour nous, le mot travail n'a pas d'une connotation positive en soi, en fait. Donc, c'est plutôt de dire que, oui, il y a des violences au travail. Le travail, pour nous, c'est plutôt de l'exploitation en tant que telle. De revendiquer le mot travail, c'est plutôt s'inscrire dans les luttes des travailleurs, en fait. Si on prend la définition du travail telle qu'elle s'est à peu près stabilisée au XXe siècle, à savoir Elle a rechangé, elle est au bureau maintenant. Elle a ramené son ordinateur au bureau. Dont on peut vivre, la question de l'utilité pose de plus en plus de problèmes. D'un côté, on a vu que plein d'activités très utiles se font hors emploi. Maintenant, est-ce qu'elle va finir en allant sur son ordinateur? Elle faisait ça tout le temps sur le précédent. Elle finit et puis elle tape des trucs. On sait pas trop quoi. D'un côté, il y a plein d'emplois qui ne sont pas très utiles. Au registre des situations. Non, elle a arrêté de le faire. Je suis déçu. C'est lorsqu'on parle avec des employés, donc qui sont incontestablement des travailleuses et des travailleurs du point de vue des institutions, qui elles et eux vous disent oui, mais là j'ai pas le sentiment de travailler parce que ce que je fais. Ah bah je l'ai dit tout à l'heure en début de live. Ah non, je ne le disais pas pour ça. Ah ok. Ah ok. Je vais dire, il y a le truc du fameux adage de trouve un travail qui te passionne et tu n'auras jamais l'impression de travailler un jour de ta vie. On voit que dans le cœur même. Ce qui est horrible, hein, ce qui sous-entend que le travail en effet doit être de la douleur. Tu peux adorer ton travail et sentir que tu travailles. Tu peux avoir une bonne fatigue en rentrant chez toi, être épuisé, dire il faut que je dorme, mais être heureux, tu es repu de travail. Enfin. Ce que nous appelons travail, qui est l'emploi,
Les C'est comme femmes là, hein, moi, on pourrait dire que je suis un énorme assisté. Ça fait 4 mois que je suis pas en tournage. Des fois moi-même, hein, je me pose des questions avec la pression sociale. Personne me la donne en direct, hein, je me la donne tout seul, ou c'est son côté diffus pour le coup. C'est pas des gens qui viennent me le dire, mais pourtant, en vrai, force est de constater que je fais des trucs. J'apprends à streamer, j'apprends un milliard de trucs, je me fais chier sur le streaming, tu vois, pour que ça marche bien. J'écris un scénario, un truc que je vais réaliser, que je vais machin. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, ça va produire de l'argent pour la société, peut-être que ça en produira plein. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que ça va produire autre chose pour la société, du divertissement, de l'apprentissage, ou j'en sais rien, des espaces de discussion, des créations artistiques. Mais mais faut le défendre. Faut le défendre, ce truc-là. Et c'est dur. Ça demande de l'assurance. Ça demande de ne pas en avoir honte parce que le travail, il faut que ce soit absolument ce lieu à l'extérieur de chez toi, dans le corps sociétal, qui produit pour les autres. Enfin, qui produit pour la société très très directement. et des hommes contestent l'idée qu'il y ait du travail parce que ils ont Oh, je l'impression suis de parti en faire des couille là. choses pas bien, Je me suis fait au une petite pire envolée lyrique là. de nuire à la subsistance lorsque ils sont enrôlés dans des tâches qui participent de la destruction écologique, qui crée donc un débat à la fois interne, hein, psychique, mais même social, sur est-ce que c'est encore du travail. Mm. C'est une bonne question. Est-ce qu'on travaille lorsqu'on détruit nos possibilités de subsister sur la Terre? Elle est revenue sur l'ordi. Forme chaque année des Ah, centaines d'élèves elle a cliqué à sur play. travailler pour l'industrie de diverses ça. manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des Donc là, c'était des étudiants qui, je crois que c'est le moment de leur remise de diplôme, et ils disent bon, on a eu notre diplôme, on veut pas trop non plus être méga fiers parce que ce qu'on apprend à faire, c'est détruire la planète et c'est pas ouf. agriculteurs. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont Putain, ils l'ont mauvaise, hein. destructeurs. Et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. Mais c'est vrai, hein, elle le dit aussi en début de docu, c'est un truc qui est de plus en plus récent, ça, de quitter son travail parce que tu ne te trouves pas aligné avec ce qu'il fait, en fait, ce qu'il véhicule. Moi, j'ai un copain qui est informaticien à vraiment haut niveau, tu vois, c'est un mec qui est docteur en informatique, je comprends rien à ce qu'il fait parce qu'à chaque fois qu'il me l'explique, je comprends rien, il sait pas vulgariser. Mais il travaillait chez, j'oublie constamment le nom de cette entreprise qui crée des missiles, des avions de combat, etc. Bref, j'ai oublié le nom. Et il a pas pu, en fait. Le mec, il crevait de l'intérieur, il a dû arrêter. Et aujourd'hui, il bosse pour un projet qui est d'archiver Internet, qui est un projet humaniste en tout cas, et qui est financé publiquement, etc. Enfin, il y a un vrai truc éthique qu'il a fait quitter son boulot, qui était genre voilà, mieux payé, en fait. C'est-à-dire que des gens qui vont choisir de gagner beaucoup moins d'argent, parce que généralement, les trucs comme ça, un peu éthiques, écolo, ou voilà, non destructeurs, bizarrement, enfin, rapportent toujours moins d'argent, c'est comme ça. Et les gens qui vont décider d'eux, ne serait-ce que par conscience, voilà, sociétale, écologique, humaniste. Et moi, tu vois, bah, en ce qui me concerne, moi, le fait là de passer autant de temps chez moi à bosser sur des choses qui me passionnent, que ce soit du streaming comme là, ou que ce soit de l'écriture scénaristique pour de la réalisation de films ou des choses comme ça, c'est pour de la création de sens, comme tu viens de le dire, des métiers où il n'y a pas de sens. Et je me dis, mais si j'allais faire plus de films, dans le sens technicien, mon métier qui paye mon loyer, mais je gagnerais 3 fois plus d'argent que là maintenant. Et la société, de manière directe ou indirecte, pourtant va toujours dire que tu es profiteur du système parce que tu es chez toi, parce que d'autres gens bossent. Tu dis, putain, tu te rends pas compte que je pourrais prendre 3 fois plus et que je m'impose cette anxiété, cette insécurité-là pour poursuivre au moins mon chemin personnel et me dire que ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire dans ma vie était au moins une quête de sens, tu vois, me dire au moins que j'ai essayé. Et je pense que si on faisait un peu plus ça, on aurait peut-être un peu moins la crise de la quarantaine. Je pense, ce n'est qu'un avis. Fabom 14, bonsoir. Quelle connerie le travail, mis à part le salaire. Dans 80% du temps, on se retrouve juste dans de l'esclavage moderne. Oui, bah tu vois, voilà, c'est un peu ce que le documentaire commençait d'ailleurs là-dessus, en le rattachant au fameux mot tripalium. Mais justement, je sais pas ce que tu en penses toi, Fabom, mais on disait que justement tu retrouves en tout cas quelque chose d'assez récent où les gens veulent un peu se sortir de ce truc-là. Où il y a encore quelques années, tu étais un petit élément, un petit rouage d'une machine, voilà, d'une grosse machine, et tu devais juste estimer heureux du fameux métro boulot dodo. Et qu'il y a un truc qui est de plus en plus remis en question. De pourquoi travailler juste pour travailler. Prendre de l'argent pour prendre de l'argent. Où tu dis que le temps que tu passes au travail, c'est l'immense majorité de ta vie, c'est l'immense majorité de tes journées, de tes semaines, de tes mois, de ton année, et que quand t'en sors, si t'en sors un jour et que t'as une retraite décente, parce que quel que soit l'âge de la retraite, il faut qu'elle te permette de vivre, l'état dans lequel t'en sors, en général, merci, en fait, tu vois.
Moi, je sais que là, le temps que je passe quand je suis pas en tournage et que je prends pour moi, où je suis au chômage et que je développe d'autres projets, bah, je dis c'est du temps pour moi en fait. Enfin, c'est du temps où je vis en fait, où j'existe. C'est des moments que j'aurais pas à regretter, tu vois. Mais tu dois quand même lutter contre le regard de la société. Tu dois quand même lutter contre ces trucs-là. C'est des questions existentielles permanentes et c'est d'insécurité financière, etc. Mais bon, moi, à la fin de la journée, je me dis que le jeu en vaut la chandelle quand même. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais ou pas dans la vie, Fabum? Je m'amusais tout à l'heure à dire justement que c'est aussi une notion qui est en train de, je trouve en tout cas de mon observation personnelle, qui commence à être remise en question aujourd'hui, c'est de se définir par son travail. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, généralement le premier truc que tu demandes, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et que ça a tendance à définir les gens un peu malheureusement, ce qui est un peu dommage. Tu vas faire dodo, Elvida? Merci d'être passé, merci d'avoir échangé autant. Je te fais des bisous. Et puis voilà, je te dis à la prochaine. Bah, n'hésite pas, Fabum, à me dire si tu veux me dire ce que tu fais dans la vie. Promis, je ne te définirai pas par rapport à ça, mais c'est un peu par curiosité, j'avoue. Tu es facteur. Ah, trop bien, trop bien. Voilà un métier que j'entends un petit peu moins en ce moment. Euh, Facteur. Alors ça, pour le coup, en termes de travail, c'est quelque chose qui crée des discussions, tu vois. Parce que là où ce métier a bénéficié d'une aura, enfin pour le coup, tu vois, moi je bosse dans le Cinoche, et c'est pour le coup le personnage du facteur. Dans le cinéma et donc dans la société, il y a une image, il y a quelque chose, tu vois. Il y a un lien entre les gens, c'est le messager. Il y a celui qui connaît les voisins, qui connaît les gens qui habitent là, etc., les résidents. Et alors moi j'habite à Paris, enfin banlieue parisienne, donc c'est peut-être quelque chose qui est plus exacerbé là où j'habite que dans des plus petites agglomérations, mais le fait que ça a été complètement, peut-être parce que c'est par voie de privatisation, où le métier de facteur est beaucoup relégué à des jeunes intérimaires qui s'en foutent en fait, qui viennent, qui font ça à l'arrache, etc. Il y a une, et en fait, je sais pas, mais c'est au-delà juste de ton courrier qui est mal distribué ou le travail serait moins bien fait, en fait, parce que bah, les gens s'en foutent, ils font ça entre deux. Voilà. Il y a un truc très triste de perdre ce lien-là, ce personnage-là, si je puis le dire. Si je peux le dire comme ça. Plus 1000 des intérims, ouais, ça te fait chier aussi du coup les intérims ou ouais. Ben, il y a un truc triste. Alors je dis pas, hein, il y a certainement des intérimaires qui font ultra bien leur travail et parce que voilà, et il y a des gens qui considèrent que quel que soit le taf qu'ils font, ils vont bien le faire, voilà. Mais en fait, trois quarts du temps, c'est fait à l'arrache. Et puis il y a aussi le fait que des fois c'est pas forcément de leur faute, tu vois, comme les livreurs, les machins, les conditions qu'on peut imposer. Du temps que les livreurs ont pour déposer le courrier dans certaines agglomérations, c'est tellement impossible à faire que le système les écrase tellement que bah, ils peuvent pas en fait sonner, passer, machin, tout ce que tu veux. Et c'est juste tragique en fait. C'est juste tragique. Il y a un manque de respect total pour la fonction en fait. Et après le citoyen moyen, il va s'en prendre au pauvre intérimaire qui a rien demandé en fait. Souvent il a rien demandé aussi. Mais il y a un constat, ouais. Il y a quand même un constat, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu fais ça depuis longtemps? T'es dans quel genre d'agglo, genre gros truc en mode Paris ou plutôt plus modeste comme ville? Tu me dis hein, si je suis trop curieux, hein. J'aime bien, je pose des questions et je reclique sur play en même temps. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, 3 ans à côté de Nice. Ah, c'est AgroParisTech, d'accord, c'est pour ça. 3 ans à côté de Nice, j'aime bien cette région. J'aime bien cette région. Beaucoup de vie à Nice. J'aime bien cette région. J'y ai tourné quelques fois. Il y a des superbes studios de cinéma à Nice. La Victorine. Et comment il s'appelle déjà l'autre? Je sais plus, près de Marseille. Mais j'aime bien en tout cas la région. 3 ans à côté de Nice, ok, ok, ok. T'es jeune? Tu me dis, hein. Moi, si tu ne m'empêches pas de te poser des questions, je passe en interrogatoire. C'est genre, c'est ton entrée dans la vie active ou c'est une redirection? 33. Ah, bon, on a le même âge, moi j'ai 32. Attends, je vais essayer de cliquer sur ce. Comment on fait? Ah, ça y est, je commence à être fort pour ça. Je vais juste dégager le petit bot qui vient faire ses petits messages. Si j'y arrive. Hop. Clac. Je l'enlève. Voilà. Hop là. 33 ans. Ok. Ok, ok. Tu faisais quoi avant? Moi j'ai 32, hein, tu vois. Donc on est vraiment littéralement de la même génération pour le coup. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour te dire ce que je fous là, parce que le temps que je clique sur pause. Si jamais, d'ailleurs, comment t'as débarqué ici? Qu'est-ce qui t'a fait tomber sur cette modeste et encore toute jeune chaîne?
Moi, la chaîne, pour le coup, ici, le truc que j'ai un peu vocation à faire, tu vois, je pense qu'il va y avoir beaucoup, pour l'instant, de docu Arte, de choses comme ça, de réact sur des docus, sur des débats. J'ai un peu la volonté de créer un espace, bon, de toute façon, voilà, hein, c'est un stream, mais un espace de parole où les gens échangent et sont pas forcément d'accord. Ça, c'est vraiment un truc qui me dérange pas. J'ai pas vraiment vocation à faire un live qui soit un stream qui soit partisan. Il y a beaucoup de ça ni à faire de l'actualité en direct. Je cherche plutôt à aller sur des grandes questions et que les gens puissent parler entre eux sans se foutre sur la gueule et sans pour autant être d'accord. Ça, c'est grande ambition, mais c'est un truc qui me fait kiffer. Un truc que j'essaie de faire là. Et bon, je bosse aussi dans la prise de parole, donc c'est des thématiques que je vais aborder aussi, notamment en analysant des débats, des choses comme ça. Donc là on est calme, hein. Il y avait une amie qui était là, des fois il y en a plus. C'est encore jeune, faut que ça se lance. Donc si le pitch te plaît et que ce que je raconte, c'est pas trop des conneries, n'hésite pas à cliquer sur, je sais pas, je mets mon doigt au hasard, mais n'hésite pas à cliquer sur follow. Tu connais la musique. Si jamais. Mon titre, pardon, t'a bien plu et tu aimes bien des. Ah, merci Fabom. Le titre t'a plu et tu aimes bien débattre. L'époque est super intéressante. Je suis complètement d'accord. Bah, je suis pareil, j'adore débattre. Mais je fais partie des gens qui aiment bien avoir dans leur entourage des gens pas d'accord avec eux. Ou des gens différents. Genre vraiment. J'aime bien dire que de temps en temps, j'ai des amis de gauche qui vont me considérer un petit peu de droite et des amis de droite qui vont avoir tendance à me considérer à gauche. Parce que j'aime bien créer la discussion. Du coup, je pense que tu es un peu pareil sur cette partie-là. Et j'aime bien l'idée d'être entouré de gens qui, tu vois, de lutter contre les algorithmes en gros. Parce que si tu fais pas gaffe, c'est toujours ce que je me dis, si tu fais pas gaffe, tu te retrouves très facilement entouré des opinions qui vont dans ton sens. Et ça, c'est tellement agréable. Donc pour moi, c'est un peu une lutte très personnelle à moi, d'être sûr d'être entouré de suffisamment de gens qui ont des avis différents. Et du coup, bah, je pousse le vice un peu plus loin. Et l'envie, c'est de créer l'espace ici et de proposer ce genre d'endroit en fait. Et donc cool si le titre t'a plu, bah ouais. Mais d'ailleurs cette émission elle est stylée, j'adore Arte, hein. Arte c'est la vie en vrai. Et je connaissais, bah, c'est Alvida qui m'a fait un peu découvrir leur format là, qui s'appelle Les idées larges. Et c'est très sympa, c'est des questions sociétales et philosophiques. Et c'est typiquement mon créneau, c'est typiquement ce que j'aime. Et alors si t'aimes bien débattre en plus, cher ami, moi en plus de mon boulot, je suis régisseur dans le cinéma, mais je suis aussi coach en prise de parole à côté. Donc c'est vraiment un truc qui me passionne, le débat et la prise de parole. Et donc de temps en temps, je ferai un peu de réact sur des débats purs et durs pour faire. Je ne vais pas me prendre pour Clément Viktorovitch non plus. Je n'ai pas je n'ai pas son expertise, mais pour faire un peu de l'analyse de fond et de forme. On ne nous a jamais parlé des diplômés Bon, on n'est pas nombreux ce soir, mais j'ai quand même une petite bande de copains qui viennent, etc. Donc il y aura des moments où il y aura un peu plus de monde. Puis bon, il faut, voilà, c'est toujours pareil. Il faut laisser le temps au temps. considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter. T'es dans quelle région de France du coup? L'utilité est centrale dans la définition sociale du travail aujourd'hui. C'est même d'ailleurs peut-être ce qui lui donne sa valeur, sa connotation morale ou moraliste. Pourtant, évidemment, la notion d'utilité est toute relative. Elle est relative d'abord dans le temps. C'est-à-dire que ce qui peut être utile aujourd'hui peut être tout à fait désutile à long terme. Tout à fait. La question de la pollution nous le rappelle quotidiennement. Et surtout, ce qui peut être utile à une personne peut être pas utile ou complètement nocif à d'autres personnes. Évidemment, ce qui est utile à un actionnaire n'est pas forcément utile à un salarié et inversement ou à un dirigeant. Donc, en réalité, la question de l'utilité... Ça, c'est une vraie question. La question de l'utilité, la non-utilité subjective, hein, en gros, c'est ce qu'elle dit. Ce qui est utile pour toi n'est pas pour moi, etc. Juste avant, elle parlait des travailleurs du sexe. Moi, j'insistais sur le fait qu'il y a un énorme poids moral qui est mis là-dessus, en fait, hein, qui biaise un petit peu la discussion. Mais là, elle parle d'actionnaire, et c'est vrai que c'est un truc qui revient beaucoup, ça, en France, qu'on va souvent entendre, qu'être actionnaire ou en politique, la politique, juste simplement en politique, ce n'est pas un travail. Je trouve toujours ça assez intriguant. Parce que moi, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec le fait que c'est pas un travail de la vie de tous les jours, mais je suis d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de problèmes et de filouterie et de manigance, pour le dire de manière un peu mignonne. Mais de là à dire que c'est pas du travail, je suis pas d'accord pour autant. C'est un travail très spécifique, très particulier, mais ça devrait être. C'est très conflictuel. Par ailleurs, le concept d'utilité dans le champ des sciences sociales a été d'une certaine manière préempté par les économistes qui ont réduit la notion d'utilité à une valeur économique. T'en penses quoi, toi, pour toi? C'est du travail, la politique, ou pas? Je sais que c'est pas une opinion populaire de dire que c'en est, parce que je sais que beaucoup de gens considèrent que c'en est pas, mais...
Or, on voit bien qu'il y a un divorce évident entre la production de valeur économique et la production d'utilité. La notion d'utilité est préemptée par les économistes. Ok. Cette préemption doit être repensée, à mon avis. Il Ouais. serait peut-être temps que nous nous réapproprions socialement le mot d'utilité pour, au moment où, en effet, un certain nombre de productions s'avèrent nocives à notre subsistance collective, on puisse repenser à ce qu'il serait utile de produire ou d'arrêter de produire de manière urgente. Est-ce que c'est la même chose que de se demander est-ce que mon travail a du sens? Parce que ça pourrait être assez proche de se sentir Je suis utile. pas sûr de ça. Je pense que c'est une question qui est indispensable de se poser aujourd'hui, où justement, moi je trouve que c'est bien que la société soit plus individu-centrée, ce que je disais tout à l'heure. Il y a des dérives, hein, ça la rend très égoïste ou narcissique ou tout ce que tu veux. Mais il y a aussi des aspects très positifs. Le fait d'être une société plus égocentrée, bah oui, égocentrée en réalité, ça veut dire plus centré sur l'individu, bah, ça permet aussi de chacun se dire tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment de ma vie? Qu'est-ce qui va vraiment créer du sens? Mais ça, c'est une réflexion qui est très personnelle pour le coup. Et l'utilité, généralement, je pense qu'on l'entend toujours de manière sociétale. Toujours genre, si tu travailles, c'est que ça a une utilité pour tout le monde, pour le bien commun. Sinon, c'est pas du travail. Ça emmerde un peu les gens. C'est égoïste. Donne du sens, mais c'est pas forcément exactement la même chose. Oui, c'est un travail. Oui, bah oui. C'est pour ça qu'il y a un travail. Ouais. On peut prendre le sens dans ces trois sens. C'est-à-dire que le Voilà. mot sens en français a trois significations. La première, c'est en effet l'orientation. Donc, voilà, comme un panneau indicateur qui dit il faut aller par là. Mais on peut aussi l'entendre dans le sens du sensitif. Et ça, on l'entend beaucoup dans les enquêtes sociologiques. Les gens vous disent un bon pro, c'est quelqu'un qui a le feeling. Voilà. Quelqu'un qui, par exemple, est très débutant, il sent pas les choses, il fait plein de gaffes. Voilà, il cogne les choses, il dit ce qu'il faut pas dire, il sent pas l'ambiance, il rigole au mauvais moment. Voilà. Et puis, troisième sens du mot sens, c'est la signification. Le fait de pouvoir fabriquer des récits sur ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on a fait, en général collectivement, de pouvoir raconter des histoires qui tiennent et qui nous tiennent, pouvoir raconter simplement sa journée. Et alors, ta journée de travail, c'était comment? Pouvoir raconter une journée de travail qui ressemble à quelque chose. Quand on n'est pas capable de faire récit de ce que l'on fait, en général, on le vit comme une absurdité. Ah, il y a l'absurdité. Je sais pas, je suis pas sûr de ça. Je sais pas, je pense qu'on peut complètement raconter ce qu'on fait et le trouver complètement absurde quand même. Je pense que ça, c'est pas antinomique. Alors, je suis en train de dire Camus, donc je suis en plein dans l'absurde. Mais je pense qu'on peut raconter les choses et les trouver absolument absurdes. Mais peut-être je me trompe, je la prends au premier degré. Le monde capitaliste n'a pas que des défauts. On doit vraiment réformer le pays, mais les citoyens ont la tête à l'envers. Je suis d'accord avec le fait qu'il n'a pas que des défauts. Et c'est peut-être des fois utopique de vouloir juste tout changer. C'est très possible. Qu'est-ce que tu entends par les citoyens ont la tête en l'envers? Dis-moi. Alors, sens, orientation, sensation, signification. Très bien. Allez. Le sens comme orientation, élaboration de l'action, le sens comme sensation et le sens comme signification sont les trois sens du mot sens. Et vous observerez que s'il manque un, deux ou trois, et là c'est dramatique, sens de ce mot sens, eh bien les gens vous disent ce que je fais ça n'a aucun sens. Est-ce que toi aussi tu as la tête à l'envers? Est-ce que nous avons tous la tête à l'envers? C'est possible, hein? C'est possible. Moi, je trouve que ce qu'il y a de bien, en tout cas, c'est que ces questions-là, elles sont vraiment largement remises en question. C'est-à-dire que la quête de sens, dans le sens vraiment de au moins, genre, je veux que ça produise du sens pour moi, je veux que ça ait de l'intérêt, je veux que ça me fasse plaisir, je veux que ça me fasse du bien de travailler, je pourrais être passé à côté de ma vie. C'est des questions qui se posent quand même de plus en plus, qu'on se posait pas beaucoup il y a pas longtemps. Il y a vraiment pas longtemps, on se les posait pas trop ces questions. Et ça, je trouve que c'est bien. Ben après, de toute façon, voilà, si tu as une société qui est un peu plus centrée sur l'individu, il y aura forcément des dérives. On peut très facilement tomber amoureux de notre reflet avec TikTok et des choses comme ça. C'est un peu le risque, clairement. Et Instagram, et montrer constamment notre vie, et mettre en scène notre vie en permanence. C'est vraiment le risque. Et à côté de ça, tu as des grands bénéfices. C'est de dire, je ne suis pas juste une cellule d'un organisme. En fait, je suis un être à part entière et j'ai le droit d'avoir des rêves, j'ai le droit d'avoir des ambitions, des envies. Et j'ai pas à attendre d'être arrivé aux 2 tiers de ma vie pour commencer à espérer pouvoir les satisfaire avec une petite retraite et une santé un peu fatiguée, quoi. Pardon, je lève les yeux, je vois que j'ai un cousin sur le mur de... Tout à fait. C'est absurde. Alors, David Graeber, lui, avait proposé l'expression bullshit job. Ah ben, je l'ai dit tout à l'heure, le bullshit job.
Justement, je le disais tout à l'heure, voilà, on est toujours aligné avec Arte, ça me fait plaisir. Je vois qu'on est aligné. Je dis bullshit job, donc le travail qui veut rien dire, le travail absurde. En gros, ça serait un faux travail. C'est vraiment un terme ultra récent, ça. Un travail tellement absurde. Les happiness managers, il y a plein de métiers comme ça, on dit que c'est des bullshit jobs où tu viens, tu prends de l'oseille, on comprend pas ce que tu fais. Je mettais ça par rapport au travail du sexe tout à l'heure. Ce que je disais, c'est là que tu vois qu'il y a un aspect moral. Parce que les bullshit jobs, on a beau dire qu'ils existent, au final, ça nous en touche une, se faire bouger l'autre qu'ils existent. Alors qu'il y a d'autres métiers qui posent clairement plus problème, moralement. Donc c'est tellement absurde qu'elle ne peut pas expliquer pourquoi elle le fait. Elle a même le sentiment que son travail n'existait pas. Il n'y aurait aucune différence, voire le monde serait meilleur. Moi, ce qui m'avait intéressé dans cette expression de bullshit job, c'est moins son contenu conceptuel que le succès social de l'expression. Très successful. Avec un article très court, en fait, dans le monde entier, de nombreuses personnes se sont reconnues. Moi, je fais un bullshit job. En gros, ils font de la merde, mais ils sont au courant. Greber, et ils sont contents. A fait une enquête et a un peu mieux défini ce qu'il appelait bullshit job, qui renvoyait en effet à des métiers que moi après j'ai appelés des planeurs, c'est-à-dire des cadres qui dans les entreprises sont très éloignés des lieux de la production, de la fabrication, et qui sont... C'est dans les entreprises, les managers d'environnement, où il y a des métiers comme ça qui font un peu peur. Moi, le happiness manager, il me fait un peu flipper. Le mot me fait peur. Genre, il y a un peu ok, c'est bien de se soucier du moral des employés, mais le fait que ce soit happiness manager, le terme est effrayant. Parce qu'en fait, il y a déjà des RH, relations humaines, des gens que tu peux aller voir en cas de problème. Le happiness manager, c'est littéralement manager le bonheur de tes employés. Et ça me fait peur. Ça, pour moi, ça fait dystopie, en fait. Ça fait je vais m'occuper du fait que vous soyez heureux. Mais donc, du coup, comme l'entreprise le veut. Enfin, pour moi, il y a un côté assez effrayant sur ces trucs-là. Et là, pour moi, on rentre dans le bullshit job, où potentiellement, soit le taf, il sert à rien, soit il est effrayant et il peut en effet empirer les choses. Ça fait très... Je suis désolé, hein, c'est cliché ce que je vais dire, parce que je vais citer 1984 et que c'est toujours la mode de citer 1984, mais parce qu'il y a ce côté 84 où les mots qu'il utilise sont... En fait, les mots changent de sens, et quand on change le sens des mots, quand on le restreint, tout le principe du livre, c'est de dire que on restreint la liberté humaine, la liberté intérieure, et que typiquement, il y a un ministère de l'amour en 84. C'est pour ça que j'y pense, avec le Happiness Manager. Il y a le ministère de l'amour. Sauf que le ministère de l'amour, c'est un lieu de torture pas possible, en fait. C'est un lieu atroce. Si tu fous les pieds, c'est fini. Dans le roman, c'est ça. Et le Happiness Manager, c'est pas ça, mais il y a ce truc un peu dystopique. On va manager le bonheur des employés. Ouais, c'est un peu effrayant, en fait. C'est un peu aux gens de manager leur bonheur eux-mêmes, d'aller bosser eux-mêmes, et s'ils ont un problème, ils peuvent en parler et quelqu'un fasse médiateur. Mais après, il y a le bullshit job. Peut-être qu'il y a des bullshit jobs qui n'empirent pas le monde, et juste on sait pas trop ce qu'ils foutent là, et ils prennent de l'argent. Et bon, t'as envie de dire, si une entreprise a envie de filer de la thune pour rien à quelqu'un, et lui, il a pas de charge mentale, il rentre chez lui, il fait sa vie, et ça lui laisse l'espace libre pour fabriquer ses trucs, tant mieux. Pourquoi pas, hein. Je sais pas. Ils sont payés pour penser en Mais ouais, il y a un peu de ça. Après, il y a des trucs, genre, il y a des managers, enfin, il y a des responsables un peu écologiques et tout. Ça, je trouve ça cool. Parce que pour le coup, il n'y a pas tout le délire moral où on rentre dans la tête des gens. C'est juste des entreprises qui se soucient de l'empreinte carbone de ce qu'elles foutent. Et elles embauchent des gens qui vont surveiller ça. Moi, je le vois dans le cinéma, sur des pubs, notamment, on va avoir ça, où on prend EcoProd ou des choses comme ça, et c'est vraiment des gens qui viennent et qui s'assurent du tri, qui s'assurent de ça, qui s'assurent de certaines normes écologiques et tout. Et ça, tu te dis, ok, ça, à la limite, c'est pas plus mal. Des optimisations, donc soit de réduction des coûts, soit d'accroissement du marché. Mais il n'y a pas que dans le marketing. Elle a changé de verre encore, putain, pardon. Ça me rend ouf. Et si t'es arrivé en cours de live, du coup, tu m'as peut-être pas vu vriller tout à l'heure, mais elle change de pièce, elle change de verre, tout change. Son bureau est perdu dans un espace quantique, c'est pas possible. C'est vrai, mais c'est secondaire quand même. Si les entreprises sont assez cons pour avoir des jobs de ce genre. Oui, t'as un peu envie de dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si l'entreprise a envie à des moments de gaspiller son argent pour des jobs qui servent à rien et qui lui en rapporteront pas, tant mieux pour elle, tu vois. Et puis tant mieux pour le gars ou la meuf qui prend la thune. En fait, là où ça devient problématique, c'est si le job pose problème, je pense, sociétalement. Genre si
Tu vois, si le happiness manager, il vient mettre son nez dans la vie privée des employés, j'en sais rien, tu vois, je dis ça comme ça, ou enfin, c'est plutôt, c'est plutôt être vigilant en fait que. Parce qu'après, t'as vraiment le bullshit job pur et dur, quoi. Alors, où les gens viennent, et ce qu'ils font n'a zéro sens. Bon, c'est presque de l'emploi fictif à un moment donné, tu sais. Bon, pourquoi pas. Gestion des entreprises privées. Est-ce qu'elle va aller sur son ordinateur? Elle aime bien finir en allant sur son ordi, j'adore. On trouve ce sentiment Parce que l'écran est d'activité. éteint, c'est Le sûr. phénomène est beaucoup plus répandu, y compris dans des secteurs plus inattendus, comme dans les services publics. Oui, en effet, Ah ouais. les planeurs se sont beaucoup multipliés. Les ces dernières planeurs, je connaissais pas années, cette expression. à travers Tu connaissais, toi, les le planeurs? nouveau management public qui s'est Jamais entendu diffusé parler. à partir des années 90 dans Le la nouveau fonction management public. publique. Et Ça par contre, mais c'est fou, hein. Les bullshit jobs, les noms à la con et tout, il y a toujours le mot management dedans. L'idée de manager, et surtout, pour donner du sens à ton métier, il faut absolument dire que tu es un peu chef de quelque chose, que tu manages des trucs. Enfin, c'est typiquement pour moi, c'est McDonald's. C'est McDonald's qui lance ce truc dans ma tête. Genre, vraiment le truc de je suis manager, je suis machin. Et après McDo, où t'es manager, t'es manager, tu fais quoi? Ah bah je dis aux gens de cuire des steaks et je suis payé au SMIC. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est un peu pareil dans les milieux des startups. Les startups, elles adorent faire ça. Ça, c'est la dystopie pour moi. Le côté famille, on est une famille, on va bosser 75 heures par semaine, on est une famille, il y a un baby-foot dans l'entrée, on est trop une famille. Et tout le monde est manager. Et tu parles avec des gens qui ont notre âge, tu vois, et tu sais, ah, je suis Eco Digital Web Worldwide Manager. Et c'est quoi? Ah ouais, c'est du digital. Je fais, oui, mais c'est quoi? Tu fais quoi? Moi, je me retrouve souvent à devoir poser 4 fois la question, oui, mais tu fais quoi? Oh, ben, un peu de promo sur les réseaux sociaux, des posts Instagram. Je fais, ah oui, d'accord. Ah, je sais parce que le titre, il donnait l'impression que tu étais en train de gérer les serveurs de la CIA, en fait, mais pas du tout. C'est ouais, je fais un peu des posts Insta, des machins. Cool, ça paye bien. Ouais, non, pas trop. En fait, c'est un boulot d'assistant, payé assistant, mais il y a juste écrit sur ton CV un titre de 15 bornes. Donc, des fois, c'est juste le titre du job qui est bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le job existe, tu fais un vrai taf, mais on t'a donné un nom complètement éclaté pour, tu vois, compenser ton salaire et le job qui est pas ouf. Ton ego, on va compenser tout ça avec un titre. Mais mec, t'es pas World Wide Web Manager. Tu postes des trucs sur Instagram. Ça me fait délirer. Et après, il y a des reportages sur ces fameux employés en dépression. De ouf. Mais de ouf. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de se poser les questions du travail et du sens qu'on donne dans le travail, parce qu'on est aussi l'époque du burn-out. Je disais tout à l'heure, le burn-out, on l'a pas inventé. Je pense qu'il existait peut-être même il y a un siècle. Mais on est l'époque du burn-out. Et ça va avec, hein. Ça va avec, hein. Mais je pense que les bullshit jobs, ça peut vite te niquer le cerveau quand même. Les vrais de vrais. L'idée de vraiment pas comprendre ce que tu fous là. Je pense que l'être humain est pas complètement foutu pour faire des choses qu'il comprend pas en fait, qui ont zéro sens pour lui, tu vois. Il se dit mais c'est quoi? Quelle est mon utilité sur Terre si je passe les 3 quarts de ma vie à faire un truc à zéro sens? Et qui en effet encadre de manière assez ferme. Mais je pense que le burn-out va avec, c'est moi qui m'avance, mais le burn-out va aussi avec la vitesse, je pense. Les choses qui vont plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, toujours plus vite. Je pense que ça joue aussi avec le burn-out. L'activité des instituteurs, des profs de collège, des policiers et bien entendu dans l'hôpital. Dispositifs de gestion qui font l'objet d'une critique sociale très très forte, qu'on pourrait résumer en disant que cette forme d'encadrement du travail joint l'inutile au désagréable, c'est-à-dire que ça marche pas. Alors ça, c'est le pire. C'est tous les métiers publics, ça c'est un tragique, qui ont du sens. Alors généralement, c'est les moins bien payés. Alvida tout à l'heure qui était là, qui travaille dans l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance. Voilà, c'est les métiers où il y a le plus de sous-effectifs, le moins de gens formés et où c'est le moins bien payé. Les professeurs, c'est pareil, et le médical. Tu te dis putain, mais c'est des métiers où voilà, juste on s'occupe de la santé des citoyens, on leur sauve la vie, où on l'entretient. Et c'est là où le milieu est le plus éclaté, où tu es le moins respecté, où il y a le moins d'argent. Ça, c'est un truc qui est assez effrayant et qui participe, je pense, au burn-out. Parce que tu joues sur la conscience des gens, en fait. Ce métier a tellement de sens que les gens qui sont là, ils le font tellement par passion, par même mission, des fois. Genre vraiment, c'est ta vocation, c'est le sens de ta vie, que malgré les salaires de merde, malgré les supérieurs, les enfoirés, etc., malgré tout ça, ils continuent. Et tu tires sur la corde jusqu'à ce qu'à la fin, c'est toi qui aies besoin d'une chambre d'hôpital, quoi. Et en plus, ça rend malade. Donc, il y a actuellement une critique sociale très très forte qui interroge en fait l'utilité même
des métiers de service public. Parce qu'un paradoxe aujourd'hui, c'est que généralement les femmes et les hommes qui vont vers le service public, c'est précisément pour se sentir utiles, et que paradoxalement, ces Ben voilà, professionnels, bien on y vient. souvent, du fait de cet encadrement par des dispositifs de On y vient. gestion, sont Et avec empêchés. la peur que des services publics soient de plus en plus privatisés et donc soumis juste à de la compétition et à des enjeux purement financiers, ça ne peut que s'empirer, je pense. D'être utiles, empêchés de faire leur métier. Et à ce moment-là, effectivement, disent je ne peux plus construire de sens dans ce contexte-là. J'ai fait infirmier. Et les gens partent, hein. C'est ça le pire. Patients, Voilà, c'est que ces gens-là finissent par partir. Parce qu'ils en ont marre de, tiens, il y a une crise, il y a une épidémie, tu dois bosser avec des sacs poubelles sur la tronche, bon, on est où là? Ça fait voir ce qu'ils disent. Moi, ça m'est arrivé, ça, on a des infirmiers et des infirmières sur les plateaux de tournage, hein, régulièrement, de parler avec des infirmiers. Et en fait, si tu veux, bon, les conditions de travail sur un tournage elles peuvent être super dures. Pour un infirmier, ça va. Pour un infirmier, une infirmière, ça va. On a des horaires complètement chelous, qui sont mystiques, qui changent tout le temps. Des fois, on commence à travailler, il fait nuit, des fois, on commence à travailler, il fait jour, des fois les deux, des fois, c'est absurde. Bon, on doit s'adapter au scénario. Donc, ça peut être complètement mystique. Des fois, tu es dans un musée, le lendemain, tu es à la forêt. Bon. Ok, mais c'est une partie qui est à la fois extrêmement fatigante et à la fois extrêmement cool. Mais tu mets un infirmier là-dedans, mais l'infirmier, lui, il vient de l'hôpital public, il vient des urgences, il vient des gardes qui durent 15 heures, de se faire rouler dessus pour un SMIC à peine ou un peu plus. Ils arrivent dans le cinoche, les mecs. Ils font le même taf, sauf que ils s'occupent de petits bobos. Ils mettent des pansements sur les doigts des stars. Et les 3 quarts du temps, ils regardent le film se faire. C'est assez zen comme truc. Et ils sont payés 3 fois plus. Moi, j'en ai vu, hein. Ils venaient du public, ils veulent plus repartir en arrière, hein, qui te disent non, on a pris trop cher. Puis j'ai vu surtout à l'époque du Covid, ils disent, on a pris trop cher. Et flemme, quoi. Ici, on est respecté, on est bien payé. on voit des films, machin. On voit pas pourquoi retourner en arrière, quoi. Et c'est dramatique. C'est un cercle vicieux. La vraie question, c'est à quel moment on dit stop. Ils recrutent à l'étranger pour les hôpitaux tellement c'est grave. Oui, parce que c'est ça. Parce qu'en fait, les conditions ne s'améliorent pas. Les salaires n'augmentent pas. Donc, les gens viennent pas. Et même le moment où les conditions vont s'améliorer et que le métier sera rendu plus attractif, il faut que les gens se forment. Tu vois, c'était le problème qu'on disait pendant la crise du Covid, c'était de dire, mais en fait, les infirmières spécialisées dont on avait besoin, il faut qu'elles soient formées. La formation, elle prend 3 ou 4 ans. Enfin, donc, il y a un gap à chaque fois. Et pour l'instant, on n'est pas du tout dans le sens de le... Donc, c'est à quel moment on dit stop, c'est une vraie question. C'est une question qui se pose à 2 échelles, d'ailleurs. À l'échelle sociétale, quand est-ce qu'on prend des mesures et comment? Et c'est une question-là, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, justement, c'est Alvida, donc, qui était là tout à l'heure, qui m'en parlait. C'était un débat à l'Assemblée il y a 2-3 jours. Il y a eu une commission d'enquête qui a bossé pendant 2-3 ans sur les conditions déplorables, mais déplorables de l'aide sociale à l'enfance et du fait qu'il faille absolument faire un revirement et que l'État mette un peu plus son nez et qu'il arrête de se reposer sur les régions là-dessus. Parce que là aussi, il y a des conditions dramatiques et c'est les enfants, en fait. Enfin, c'est le futur du pays qui est juste en train de se faire rouler dessus. Et l'État privatise les hôpitaux. Mais oui, mais tu vois, c'est ça. Progressivement, on rentre dans une privatisation globale, enfin en tout cas nationale, on privatise de plus en plus, et les choses sont laissées à l'abandon. C'est une tristesse. Et sans compter la très très faible, le très faible niveau de sécurité informatique, ne serait-ce qu'informatique de nos hôpitaux qui se font... c'est du gruyère pour les hackers russes, etc. Ça, c'est une folie. Ça, c'est une folie. Et donc la question, c'est quand est-ce qu'on dit stop et quand est-ce que tu dis stop toi-même déjà à échelle individuelle, de dire soit avant de devenir dingue et de faire un vrai burn-out, parce que le vrai burn-out, j'en ai vu, hein, j'en connais, quand on fait vrai burn-out, ça te fusille, hein, genre même si tu retrouves le moral, ça prend des mois, voire quelques années, des fois 1 an, 2 ans à te remettre suffisamment sur pied pour retourner bosser tellement tu prends cher en fait. Donc c'est arriver à dire stop soi-même. Mais c'est un crève-cœur pour des gens qui sont passionnés, comme des gens qui bossent dans le milieu médical et qui donnent leur vie pour le service public, pour les gens, pour les malades. Et devoir dire, je me casse, c'est atroce. On les oblige à prendre une décision existentielle qui est dure, tu vois. Un hôpital doit être rentable, c'est pas logique, mais oui. Si je comprends ça, mais parce que c'est pas une histoire de les... pour le coup, c'est malheureusement en politique... pas toujours une affaire de prendre la décision qui a le plus de sens au niveau moral, tu vois. Parce qu'il y a constamment des jeux de pouvoir,
parce qu'il y a c'est constamment des jeux d'ego, parce qu'il y a constamment des jeux d'intérêt qui rentrent en ligne de compte, parce que tu es constamment en train de récupérer aussi une politique qui était établie pardon, avant toi. Il y a tous ces paramètres en politique qui vont rentrer en compte, que je ne veux pas utiliser comme des excuses pour eux, mais en tout cas qui en font partie, mais qui font que une personnalité politique qui demain voudrait être, comment dire, bienveillante et humaniste, putain, tu te fais broyer, hein. Honnêtement, hein, tu te fais broyer. Pour changer des paradigmes comme ça, je pense, hein, il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Il faut des grands changements, quoi. Il faut que ça vienne, je ne sais pas d'où il faut que ça vienne, peut-être de leaders ou du peuple, ou je ne sais pas, mais le système tel qu'il est foutu aujourd'hui, malheureusement. Tu pourrais discuter avec un homme politique qui te dirait qu'il le sait très bien, en fait, ce que tu dis. Après, il y en a qui en ont rien à foutre, hein, c'est des visions morales, hein. Il y en a un qui va te dire, je sais que ce que tu dis, il y en a qui vont peut-être te dire qu'un hôpital doit être rentable. Je pense que c'est une vision qui peut être défendue politiquement. Certains pourront la défendre, je veux dire, politiquement. Et d'autres qui sont d'accord avec toi, mais qui diront que le système ne le permet pas. Ou voilà. C'est malheureux. C'est pour ça que je suis assez curieux de voir la forme que vont prendre tout ça, parce que c'est ce qui fait justement qu'on est dans un état de crise, et que c'est pas que la France, hein, c'est global, et que bah, du coup c'est pas que l'hôpital. C'est pour ça que c'est les démocraties, c'est le modèle de démocratie qu'on connaît aujourd'hui qui est en crise. Et tu auras envie de dire, ah bon, bah ça va peut-être donner quelque chose, une crise, tu vois. Ça peut être des citoyens qui s'énervent, j'en sais rien, ça peut être une nouvelle république, ça peut être plein de choses. Mais le problème, c'est que ces moments-là de crise, en plus il y a des guerres, il y a des machins en plus, hein, il y a tout le bordel qui va avec, ça laisse la place pour l'instant, comme toujours, comme depuis le début de l'humanité, dès qu'il y a ça, parce que c'est pas la première fois, loin, 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 loin de là, c'est toujours là que les dirigeants autoritaires débarquent, un peu fachos débarquent et viennent et disent on a toutes les solutions, vous en faites pas, c'est très simple. Vous pensez que c'était compliqué, mais c'est très simple. On va tout vous expliquer, nous on va tout faire, c'est très simple. Et généralement, eux, ils arrivent et ils foutent tout en l'air. Et on oublie quelques années après qu'ils ont tout foutu en l'air. Ça, c'est ça le problème. C'est que tu as ça en plus, qui vient foutre le feu aux poudres. Et honnêtement, je suis assez curieux de à quoi vont changer les prochaines années, mais les modèles politiques sont amenés à changer d'une manière ou d'une autre, hein. Soit une détérioration énorme de la démocratie, soit le fait qu'elle soit clairement repensée. Je vois mal quelle autre solution il peut y avoir. Dans ce contexte-là. Je suis en train de trembler comme un lapin parce que j'ai envie de pisser. Pour les patients, pour les gens malades. Et je Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour Grève. avoir des quotas sur un planning. La culpabilité que t'infliges à des infirmiers d'être en grève alors qu'elle est malade et tout, c'est atroce. Une des manières qu'on peut De jouer avoir là-dessus. de répondre psychiquement à l'action. Il reste combien? Il reste 3 minutes de doc, mais de toute façon, toutes les 30 secondes, je fais une parenthèse de un quart d'heure, donc je sais pas encore combien de temps ça va durer. Du coup, je vais aller pisser parce que sinon, je vais décéder ou me pisser dessus. Aucune de ces deux solutions ne me plaît, donc je reviens dans une petite seconde. Si tu veux m'attendre, je serai là dans peu de temps. Merci, je te laisse dans mes toilettes, c'est vrai. J'ai refait la peinture il y a peu de temps, et elles sont magnifiques. Hop là, et je reviens. Je ne mourrai pas ce soir. Très bien. Hop là. Hop, allez. Ça va mieux, putain. Dites donc. Ça aurait été dommage de mourir comme ça. Allez, venez voir la suite. L'identité de son travail, ça va être Les cours, ce format, c'est dommage. de se prendre au jeu. Un cas un peu subtil, en effet, qui vient interroger encore une fois le mot travail, c'est lorsque des femmes et des hommes en souffrance dans leur emploi
pour se défendre de cette souffrance, on recourt à un mécanisme de défense assez classique qui est l'hyperaction. Travailler tout le temps, travailler beaucoup. Ah ouais, j'en connais des comme ça. Pour arriver à ne pas trop penser, Horrible. à ne pas trop penser sa souffrance, à ne pas trop Horrible. sentir. Donc ce mécanisme de défense. Ça, c'est un truc. Je le note, je le tape là dans le chat. Regarde. Merde, comment l'écrire? Putain, je sais plus écrire. Ah, c'est comme ça. C'est l'envoyé ou pas? Non. Là, le workaholisme. J'ai peut-être oublié un H quelque part, je sais pas. Mais ça, c'est marrant parce que c'est un terme, donc alcoolique au travail en gros. C'est marrant parce que c'est un terme qui est utilisé un peu de manière très légère, genre hey, workaholic, genre ah oui, il y avait un H. Et je crois. Et il est workaholic dans le sens il travaille trop, c'est un bourreau de travail. Mais c'est dire, mais en fait, j'ai lu un article là-dedans, j'entends Philomag, genre c'est une dinguerie, c'est un vrai truc où les gens se droguent à leur travail et tu passes complètement à côté de ta vie. Et moi, le milieu dans lequel je bosse, il y a beaucoup de gens comme ça. Parce que c'est un métier où tu es constamment entre deux projets, il faut constamment entretenir ton réseau, le boulot, il y a une pression énorme qui est mise par les producteurs, les trucs, les bidules, les enjeux d'ego, les grands comédiens, le film, le machin. Et les gens se mettent une pression. Et c'est un milieu où juste le travail est super dur, en fait. On fait des heures pas possibles, dans des conditions de taré. Donc, c'est un engrenage. Et je vois des gens, mais qui enchaînent, et qui enchaînent, et qui enchaînent. Et passer d'un projet à l'autre, c'est une dinguerie, hein, parce que c'est plus la même équipe, c'est pas le même genre de travail. Donc, tu te prends une rupture entre deux films qui peut être super violente aussi. Et j'en vois qui enchaînent ça. Ah, ils prennent de la thune, hein, après. Hein. Je veux dire, financièrement, c'est ceux qui font ça, ils sont pas à plaindre hein, financièrement. Mais je vois pas l'intérêt, en fait. Ils crèvent au travail, ils passent à côté de leur vie, toutes leurs névroses, leurs dépressions, leurs machins sont bien enterrés, ils n'ont jamais le temps d'y penser, ils rentrent chez eux, ils ont la force de faire une seule chose, c'est de dormir. Et c'est tragique, en fait. Et il y en a, de temps en temps, ça craque un peu. À un moment donné, ça finit par craquer. C'est comme quand tu fais ta crise à la quarantaine, tu vois, ça commence à fissurer un peu à un moment donné. D'autres, non. D'autres, ils continuent. Bon, ils vont au travail avec une jolie voiture, ils dorment dans un lit qui coûte cher, et puis leurs enfants gaspilleront leur argent plus tard, tu vois, quand ils prendront l'héritage. Mais ça me dépasse complètement, ça. Je peux pas le faire. Défense par l'hyperaction, qui est très classique. D'ailleurs, ça a d'abord été étudié chez les ouvriers qui travaillaient sous contrainte de temps dans une tâche taylorisée. Ah, les temps modernes, chez Chaplin, extraordinaire. Toute leur jeunesse, on dit que c'est ça la vie. Mais oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que. D'où le fait de quand on te dit. Tu vois, je pense que c'est bien qu'on remette ça en question. Tu fais quoi dans la vie? C'est vraiment une question qui te demande t'es qui en fait? Qui es-tu? Genre, ah, tu fais quoi dans la vie? Et cette question, quand elle est posée comme ça, elle est horrible. Parce que plein de gens n'ont pas envie de se définir avec leur travail. C'est un peu atroce. Et on n'est pas que notre travail, on est plein d'autres choses, heureusement d'ailleurs. Et c'est pour ça que moi, c'est un truc qui, je me suis dit, mais en fait, je vois des gens prendre de l'argent là. Dans le milieu dans lequel je travaille, mais il y en a d'autres. Mais bon, tant qu'à faire, il y a un milieu que je connais, donc j'en parle, tu vois. Je dis, putain, mais ils ont de l'argent. Ils ont là la thune, ils ont même du pouvoir. Ils sont respectés, ils ont une certaine notoriété, ils ont du pouvoir, ils ont plein de thunes. Et j'ai l'impression de voir des esclaves. Ou Charlie Chaplin, là. Attends que je pointe du bon endroit du doigt. Non, c'est par là. Des ouvriers. Des ouvriers des temps modernes, là, comme dans l'usine, là. Parce que, en fait, compte, ils se soumettent à un rythme de travail qui est tellement violent qu'ils bossent tout le temps, en fait. Mais leur vie n'est pas là. Alors oui, il y a plus d'argent, oui, la maison est plus grande, mais tu bousilles tout le reste. Je vois pas l'intérêt, je comprends pas. Le problème, c'est que tu te fais absorber par ça. Hein. Tu te fais complètement matrixer, absorber. Et c'est quand tu arrives vers 40 piges et tout, souvent, à mon avis, hein, je dis, hein, si on donnait plus de sens à ce qu'on fait, si on cherchait en tout cas plus de sens, si on cherchait plus à donner du sens à ce qu'on fait, voilà, je vais le formuler comme ça, on aurait moins de crises à 30 et à 40 ans et tout ça. Parce qu'on se dirait au moins, je cherche à faire des trucs qui ont du sens pour moi. Les gens, ils sont là, ils prennent de l'oseille, ils travaillent. Et à ce coup, ils sont là, genre, putain, qu'est-ce que j'ai branlé là? J'ai fait quoi de ma vie? Parce que le temps passe vite quand tu fais ça, hein, putain. Le temps passe très très vite quand tu fais ça. On voit aussi maintenant beaucoup chez certains cadres. L'hyperaction permet, au fond, d'éviter le travail psychique. Donc on pourrait dire, si on joue sur ce mot travail... L'hyperaction ou l'hyperaction peut-être, ouais. D'éviter le travail psychique. Ah putain, c'est déjà la fin, mais c'est fou. Chaque truc devrait durer 1 heure, mais bon. On va faire de la philo de comptoir parce que je suis pas expert, hein, mais c'est Pascal, si j'ai pas de conneries, qui parlait du divertissement. Alors le divertissement, pas au sens d'un jeu vidéo, juste je joue, mais le divertissement dans le sens de faire des choses
qui font que tu penses pas à la vie. Parce que l'être humain, au bout d'un moment, voilà, il est quand même là, sur Terre, et il va mourir un jour, et c'est une dinguerie. Et donc on n'y pense pas tous les jours, parce que ça nous ferait peut-être un peu péter un câble des fois, mais en vrai, de vrai, on est là, on sait pas trop pourquoi, comment, et on va mourir un jour. Et donc il y a le divertissement. On fait des trucs, et ça peut être Netflix aujourd'hui, ça peut être lire une BD, faire un jeu vidéo, j'en sais rien. Faut juste pas penser à ça, en fait. On se débranche le cerveau, comme on dit aujourd'hui. Ça fait du bien, hein, moi je pense qu'il faut le faire de temps en temps. Je pense qu'il y a une nécessité à dégager de la vapeur, et je pense que c'est bien. Mais on le fait peut-être un peu trop maintenant. Beaucoup, 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 beaucoup. Et parce que même si on travaille beaucoup, même si on enchaîne, même si on fait des burn-out, en vrai de vrai, aujourd'hui, la classe moyenne, qui n'est pas une classe très vieille d'ailleurs, mais la classe moyenne, elle a vachement de temps libre comparé à quelques années en arrière. Et en fin de compte, la plupart des gens, ce temps libre l'utilisent à ben, t'arrives, t'es claqué, tu bois un coup, after work, Netflix, tu baises, dodo. Et au final, tu te poses pas les questions qui font chier, tu vois. Tu te demandes pas trop pourquoi tu es là, etc. En gros, hein. Tu t'occupes pas trop de toi, en fait. Tu t'occupes pas trop de ton âme. Et donc, d'une certaine manière, faire du travail, un travail qui n'a pas de sens, le travail comme il est décrit là, d'une certaine manière, tu as envie de te dire que c'est une forme de divertissement dans ce sens-là, quoi. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse philosophique. Beaucoup permet de ne pas travailler. C'est-à-dire être très impliqué dans son emploi permet d'esquiver le travail psychique. Voilà. Travailler dans son bureau permet d'esquiver le travail domestique à la maison aussi. Et aussi travailler dans son bureau permet d'éviter le travail sur soi, donc psychologique. Mais ça te rattrape, hein. Ça te rattrape un jour ou l'autre. Tu te fais toujours rattraper par ça. Les crises, elles finissent par arriver parce qu'à un moment donné, ça déborde après. Ça finit par déborder. On peut voir des petites stratégies comme ça, ça c'est plutôt des stratégies de cadre en effet, hein, qui permet aussi là de travailler beaucoup dans son emploi pour ne pas travailler chez soi. Donc, vous voyez ce que peut le mot travail dans sa police. Oui, bon, ça c'est mignon. Ça serait pas temps de travailler beaucoup pour pas avoir à travailler chez soi, hein. C'est juste prendre de l'oseille, hein, ça. Tu peux être cadre, tu peux avoir un putain de taf, travailler 5 heures, 4 heures par jour, prendre v'là l'oseille. Et c'est pas parce que tu as le temps de travailler chez toi que tu vas le faire, hein. Après, tu as juste les sous pour engager des gens. C'est surtout ça C'était surtout ça le truc. C'était l'idéal grec, d'ailleurs. Les Grecs anciens, leur idéal, c'était ça. C'était de... Bon, fallait être un homme, citoyen, Athènes, mais l'idéal, c'était ça. C'était d'avoir suffisamment de thunes pour pouvoir se débarrasser de tout ce qu'il y a à faire à la maison et aller être libre. La liberté à l'époque, c'était de faire de la politique, par contre. Donc, bon, c'était différent. Il y a une autre chose qui me paraît importante sur la valeur travail, c'est que la valorisation du travail en tant que telle, c'est considérer que le travail est une valeur extrêmement importante, peut mener à être indifférent à ce que l'on fait. C'est-à-dire à travailler beaucoup, à se sentir moralement légitime du fait de travailler énormément sans s'interroger sur ce qu'on est en train de faire à la planète, aux autres. Donc, ouais. Parce que tu te dis, mais ça c'est la pression sociale, parce que tu te dis, ben moi je suis là, je participe, j'ai un métier, j'ai un travail, j'ai un emploi, je suis là, je sors de chez moi à 8 heures, je bosse, je reviens, après le soir je suis fatigué, c'est bien, je suis vénère, j'ai besoin de boire un coup comme tout le monde, tout va bien. C'est surtout de ne pas sortir du cadre, parce que c'est effrayant en fait de sortir du cadre. Et moi je veux dire, le truc que je fais quand je sors du cadre, quand je décide de moins travailler, quand je décide de pas courir après les tournages et tout, je sais que je sors du cadre de la société de tous les jours, que même par mes collègues, les gens qui sont dans le cinéma et tout, ça pourrait être mal vu, hein, même si c'est un milieu qui est un peu artistique, qui peut comprendre ces trucs-là. Et que les gens se sentent toujours menacés quand quelqu'un fait pas comme tout le monde. Mais si tu fais pas comme tout le monde, mais que t'es pas condescendant, tu dis pas j'ai compris le sens de la vie, mais que t'expliques pourquoi, comment tu fais pour ça demande toute une démarche, hein, mais souvent tu vois que ça suscite de la curiosité, tu sens qu'il y a un besoin chez les gens. Il y a un paradoxe, c'est que voilà, la valeur travail je fais des petites parenthèses comme ça, à faire n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quelle condition. Les Shadocks, putain, toute une époque, hein. Multiplie des situations où l'on fait des choses utiles toute une époque, les Shadocks. Et que l'on est payé pour faire des choses inutiles, voire nocives, le sens du mot travail est troublé. Ce trouble n'est pas sans conséquence. Non seulement le droit du travail pourrait s'élargir pour inclure de nouveaux bénéficiaires, mais chacun est amené à s'interroger sur le sens de son travail et à questionner l'idée que le travail serait en soi une valeur absolue. Et elle ferme son ordinateur, j'adore. Quelle mise en scène Arte, ils sont extraordinaires. Et voilà, c'était passionnant en vrai, hein. Ils sont forts Arte, j'aime beaucoup. Ils sont forts. Une notion qui est largement à remettre en question le travail, notre rapport au travail. Et des fois, ça peut être choisir de faire une pause, prendre le temps. Quand tu vois le temps que ça prend,
qu'est-ce que j'ai envie de faire, de comprendre ce que tu as envie de faire, de comprendre ce que tu aimes, de comprendre ce qui a du sens pour toi. Tout ça, c'est des choses qui prennent énormément de temps en réalité. Tu n'as pas le temps quand tu rentres du travail. Les 2-3 heures de libre que tu as, il faut que tu fasses à bouffer. Si tu as des gosses, c'est encore pire. Et après, il faut dormir, il faut être prêt pour le travail le lendemain, etc. Et tu as besoin de décompresser. Tu n'as pas beaucoup le temps de te demander un peu, de poser ces questions-là. Parce que mine de rien, ça, on n'a pas parlé du dialogue intérieur. On m'a dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire du sens pour moi. Mais le fait est que même ça, c'est pas clair pour soi-même. Ça prend du temps de comprendre ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Et s'autoriser cette liberté-là, bah, c'est s'autoriser du temps. Et va te mettre un peu au chômage et dire aux gens, je suis en train de me poser la question. Ça se démocratise comme pensée, hein, mais c'est pas encore ultra bien vu. Mais il faut le faire, à mon sens. Il faut le faire. Voilà. Bah, écoute, mon cher Fabom, je vais déco, je pense, après ce petit live, ce petit documentaire qui était fort instructif. C'est un vrai débat, mais le peu que j'ai entendu, le reportage va nulle part, est très loin des vrais problèmes du citoyen. Ben, en fin de compte, je sais pas, moi j'aime bien. J'aime bien. Le problème, en fait, pour moi, le plus gros problème de ce docu, ben, c'est leur format, en fait. C'est que ça dure 24 minutes. Et que les questions qu'ils abordent, elles sont hyper intéressantes, mais que pour être vraiment, vraiment abordées, il faudrait peut-être que ça dure plus longtemps. Ça devrait être des formats plus longs, peut-être. Ou aborder moins de choses, et plus en détail, ou je sais pas. Mais en réalité, je pense que les questions philosophiques qui sont formulées d'une manière que le citoyen, comme tu dis, donc de tous les jours, se la formule pas de cette manière-là, c'est pas grave. Parce qu'il faut quand même que des gens se la formulent de cette manière-là pour faire aussi avancer les choses. Je pense que tu vois, c'est différents espaces de réflexion. Mais je pense qu'il y a quand même une nécessité de formuler les choses dans ces termes-là. Mais pour moi, un format comme ça, aussi court, qui aborde autant de grosses questions, je le vois plus comme une incitation, tu vois. Ça, c'était mon interprétation personnelle après, hein. Mais je le vois plus comme une incitation à juste se poser des questions qu'on ne s'était pas posées avant, à réfléchir à des angles de vue qu'on n'avait pas vus avant, et à aller continuer de creuser soi-même en mode ah ok d'accord, je ne savais pas la valeur travail ceci, etc., tu vois, genre d'aller fouiller, continuer à fouiller. Je le vois plus comme une incitation à aller, tu vois, ils te mettent un buffet de plein de trucs, on en parle un peu et après parce que bon, même si le truc durait 1 heure, il pourrait en durer 10 ou 15 en vrai, hein. C'est des sujets qui sont tellement lourds en vrai. Je trouve plutôt cet intérêt-là. Et parce que pour le coup, on est purement dans des discussions philosophiques, et c'est souvent des philosophes, j'ai l'impression, qu'ils invitent, et donc qui sont encore dans la phase où on se pose la question. Et en vrai, c'est comme si tu étais à la table des réflexions, tu vois. T'es pas tellement à un endroit où on a trouvé les réponses, où on accepte qu'on est encore en train de se poser les questions. Et je pense que justement, d'ailleurs, des personnalités politiques qui peuvent regarder ce genre d'émission, si c'est des questions qui peuvent rentrer dans leur tête, c'est pas mal, tu vois. C'est pas mal aussi. Je pense que c'est de ce point de vue-là. Puis après, bah, tu vois, on fait ce qu'on fait là, que ce soit en live autour d'une table ou quoi, on développe, on creuse. Mais c'est l'intérêt là que je lui trouve. Voilou. Bon, en tout cas, cher ami, merci d'être passé. Je vais aller manger très tardivement. Voilà. Je vais me faire mon petit repas de minuit. Merci d'être venu, d'avoir participé. En tout cas, c'était hyper sympa. Et bah, n'hésite pas. En tout cas, tu ne seras pas surpris si tu reviens. Ce sera un format assez similaire en général, hein. Je te dis, je vais être beaucoup sur du React Arte, mais pas que, des débats, d'autres trucs. Quand c'est des débats, j'aborderai la forme en plus. Donc ça, si t'aimes bien le débat en soi, je ferai ça aussi. Et puis voilou, et peut-être que j'essaierai de rendre tout ça un peu plus interactif, je verrai, c'est encore en brainstorming. En tout cas, je te remercie. Je te souhaite une très bonne soirée, cher ami. Je suis généralement connecté le soir, mais j'ai pas encore mis d'horaire fixe, donc bon, si tu me vois popper, si tu vois une notification, n'hésite pas à venir dire bonjour à ce moment-là. Et voilou, et ben écoute, très bonne soirée à toi et à très bientôt.